Bonjour à toutes et tous, vous écoutez First Print, votre podcast comics préféré, et vous écoutez une nouvelle émission du format Front Page qui est votre revue d'actualité sur les sphères des comics et de leurs adaptations. Que s'est-il passé de truculent ces derniers jours dans le monde de la bande dessinée américaine? Eh bien, il s'en est passé des choses. Oh là là, j'ai envie de dire, on va se prendre une bière, on va se poser au comptoir et on va faire. Bah alors, Corentin, t'as entendu dire ce qui s'est passé l'autre jour? Oui. Et ben, dis donc, salut Corentin, tu vas bien? Oui, et toi Arnaud? Ça va très bien. Écoute, nous sommes en forme. A priori, nous sommes en forme. Bah oui. Quand il fait beau comme ça. En forme de quoi? Je ne le sais pas. Je ne le sais pas. Festival de blagues. Arnaud au Club Med, voilà, animateur. Oui, tout à fait. Figure-toi que j'ai eu cette carrière, il fut un temps, dans une presse, non, pas du tout. Non, d'accord. Tu m'imagines, moi, animer des trucs? Non, mais quel enfer. Il y a assez de mauvaises choses dans le monde pour qu'on t'imagines si t'as des conférences, des podcasts. Oh là là là. Affreux, quoi. Ah, quel enfer. Dieu nous en préserve. Oh là là, oui, effectivement. Et Dieu n'a rien à voir là-dedans, heureusement. Allez, Corentin, sans plus tarder, on va commencer cette revue d'actualité. Non, j'ai pas envie. Avec, on va le faire quand même. Tu sais, c'est comme manger des choux de Bruxelles quand t'es petit. Tu n'as pas le choix, tu dois le faire, c'est pour ton bien. Et donc, on va parler de comics. Tu n'as pas le choix, c'est pour ton bien. D'accord. Avec une première actualité qui est plutôt cool, on va juste vous faire un petit retour sur la sélection officielle du Festival international de la bande dessinée d'Angoulême qui se tiendra, si Dieu le veut, à la fin du mois de janvier. Je veux dire que Dieu n'a rien à voir là-dedans, c'est si Omicron le veut, clairement. Je vous avoue qu'on flippe un petit peu à l'heure où on enregistre ce podcast sur le fait que le festival puisse vraiment se tenir ou pas. Mais en tout cas, pendant le mois de novembre, c'était le 23 d'ailleurs, il y a eu donc la conférence de presse du festival qui a permis notamment de savoir qu'il y aura une projection en avant-première du premier épisode de la semaine saison 2. Aïe, on est quand même super chaud pour ce genre de choses. Aldana. Mais surtout, il y avait toutes les sélections des comics, les sélections en fait de toutes les BD qui sont nommées. Et nous, avec First Print, on s'intéresse bien sûr à ce qui est fait à la base aux États-Unis. Et on a été ravis de voir que année après année, il y a quand même des comics qui arrivent à se frayer un petit chemin et même parfois des créations françaises, mais qu'on a traitées avec First Print parce qu'on a trouvé que ça, ou avec Comics Blog d'ailleurs quand on écrit, parce qu'on trouvait que ça rentrait complètement dans notre ligne éditoriale parce que ça répondait à des impératifs, soit thématiques ou narratifs ou visuels qui font écho à cette bande dessinée américaine. Alors grosso modo, par exemple, dans le prix des Fauves Jeunesse, on a Ours de Ben Quinn et Joe Stanton, dont on vous a parlé, dont on vous a dit le plus grand bien dans Nobaki Shoes, qui est sorti aux éditions Kinaï. Mais il y a aussi, mais pour les chiens, est mignon. Voilà. Mais il y a aussi Snapdragon de Kate Leaf, aussi aux éditions Kinaï, dont on avait également parlé en back issue. Je te rappelle cette histoire de sorcellerie avec cette gamine un petit peu, qui doit fuir un contexte familial un petit peu toxique et qui apprend quelque part la magie, qui était aussi très, très, très sympathique. Pour la vision, mais pour les gosses et sans les X-Men. Et sans vision, ouais, c'est ça. Et du coup, il y a aussi, par contre, c'est vrai qu'il y a un ouvrage sur lequel on est passé complètement à côté, qui s'appelle Lightfall de Tim Probert, qui est sorti chez Gallimard Jeunesse. Donc, tu vois, chez Gallimard qui fait aussi Mouse Guard, enfin les légendes de la garde, par exemple. Et donc, il nous vient aussi des États-Unis qu'il faudrait un petit peu aller explorer. Mais donc, 3 albums sélectionnés pour le Fauve Jeunesse. Du côté du patrimoine, on a le Sky Masters of the Space Force de Jack Kirby et Wallace Wood, sorti chez Comics Initiative. Donc là aussi, jolie récompense pour cette bande dessinée. Donc qui paraît en plus sous vu que c'est une collection de strips, donc c'est au format allongé du coup à l'italienne. Voilà, tout simplement. On a également Sock Monkey de Tony Millionnaire qui est aux éditions Uber, donc Tony Millionnaire dont on avait déjà un petit peu parlé sur Comics Blog aussi, parce qu'ils avaient fait des campagnes de financement participatif. Donc je vous avoue par contre que je connais beaucoup moins l'œuvre de ce monsieur, mais sur le principe c'est toujours cool, sachant que je trouve souvent qu'il y a toujours au moins un album de comics qui est dans la sélection patrimoine à chaque fois, puisque les comités de sélection en fait s'intéressent vachement à ce qui s'est fait dans le patrimoine. Et puis on a aussi l'édition de Stuck Rubber Baby de Howard Cruz Casterman, donc qui est une BD ultra connue en fait dans le monde du comics underground, notamment des comics engagés LGBT, puisque Howard Cruz c'est un des porte-parole en fait de ce mouvement de la bande dessinée engagée LGBT, ce qui me permet
de vous dire qu'il y a un documentaire qui est sorti cette année qui s'appelle No Straight Lines, donc qui est vraiment en fait un documentaire qui fait intervenir plusieurs personnes en fait qui ont œuvré pour la bande dessinée LGBT engagée. Donc il y a notamment il y a Alison Bechdel dedans, mais il y a aussi Howard Cruz du coup qui se rappelle en fait de ce qu'il avait créé, de Stuck Rubber Baby et de tout ce que ça a pu apporter, des combats qu'ils ont menés. Donc moi je l'ai vu parce qu'il y avait un festival du film lesbien en fait à Paris au mois d'octobre. Donc il y avait une projection et une amie qui est engagée là-dedans en fait m'avait dit ah bah tiens ça peut t'intéresser, ça parle de comics, et effectivement c'était vachement bien. Je sais pas s'il sera rediffusé quelque part en festival ou pas, mais peut-être, et il est pas disponible par contre par des voies détournées non plus, mais voilà, c'est un super documentaire, donc je profite juste de ça pour vous en parler. Ensuite on continue avec d'autres titres dont on a beaucoup parlé et parfois depuis de nombreuses années dans la sélection Fauve Polar SNCF, un certain Reckless de Dead Brubaker et Sean Phillips. Bon, tout simplement. Voilà, donc Corentin a un air suffisant là-dessus en disant mais oui, bah, t'as dit Brubaker ou Brubaker? Non, j'ai dit Brubaker. Ah merde. Et aussi, et c'est là où là je vais faire l'air suffisant à Corentin. Goodnight Paradise, donc de Joshua Dysart et Alberto Ponticelli, donc publié chez TKO aux États-Unis et arrivé en VF cette année chez Panini Comics, et qui est quand même un bouquin dont, si vous nous écoutez depuis l'époque, enfin depuis plusieurs années, vous savez que je vous en ai rabattu les oreilles depuis 3 ans, bientôt 4 maintenant. Rabattu. Non, rebattu les oreilles. Rebattu les oreilles? Ouais, c'est rebattre les oreilles par rabattre, parce que rebattre les oreilles, c'est tu fais ça peut-être que je vais chez les gens et que je leur rabats les oreilles, tu vois, du coup c'est très pénible, très pénible. C'est bizarre, arrête de faire ça. C'est vrai, j'avoue, je comprends pas. J'avoue, je suis chiant. Non mais voilà, en plus voilà, si vous recherchez sur Comics Blog, il y a un Super Friends avec Joshua Dysart d'1h40 que j'avais fait avec lui à l'époque de la sortie en VO de cet ouvrage, ainsi que la critique aussi, oui, effectivement, qui est sortie cette année. Mais voilà, pour dire que ça fait depuis des années qu'on fait les travaux là-dessus. C'est cette année qu'il est sorti en VF? Cette année, ouais. Sérieux? Bah oui, seulement. Ça me paraît bah oui, mais ça a mis du temps, hein, les TKO à venir en France. Donc, et rappelons-nous que cet album est un chef-d'œuvre et que vous devez de le lire. Ouais, dans la vie. Fait. C'est mortel. Ensuite aussi, dans le Fauve des lycéens, un certain Yojimbot, tome 1 de Sylvain Repos, qu'on est super content de voir nommé dans cette partie de la sélection, puisque voilà, on avait flashé dessus. En fait très rapidement quand les visuels avaient commencé à sortir, et puis là clairement ça fait partie des titres qui nous avaient permis aussi d'acter notre ouverture de ligne éditoriale en disant on va pas s'intéresser forcément que à ce qui vient sensu stricto des États-Unis, puisque Yojimbot a clairement des appétences sur l'animation, sur le manga, mais aussi sur la bande dessinée américaine, donc très content de voir ça, surtout que le deuxième tome arrive dans un peu plus d'un mois à l'heure où on enregistre ce podcast, et on vous rappelle qu'on a fait un Super Friends avec Sylvain Repos au début de l'année justement pour parler de cette BD, ce qui nous amène ensuite à la sélection officielle où on retrouve des titres assez attendus, j'ai envie de dire, par rapport à ce qu'on peut se représenter du comité de sélection, c'est-à-dire Dédale tome 2 de Charles Burns aux éditions Cornelius, ou alors Le flot de souvenirs de Glenn Ganges chez Delcourt, qui est aussi du graphic novel vraiment très identifié, c'est vraiment la bande dessinée américaine, mais justement qui sort souvent en France sous l'apparat de ça vient pas des États-Unis, enfin on vous le dit moins, c'est moins visible, et donc c'est un petit peu moins du comics. Mais par contre on a aussi Panorama de Michel Fif, sorti chez Delirium, donc qui vraiment fait un bon travail d'édition sur cet auteur. Donc il a fait Panorama et Copra, dont il faut absolument qu'on vous reparle, et d'ailleurs il faut absolument qu'on invite Laurent de Delirium aussi dans notre podcast. Mais aussi donc Yojimbot qui retrouve une seconde nomination dans cette sélection. Il y a le Foxboy tome 2 de Laurent Lefebvre. Ça, à titre personnel, j'en suis vraiment ultra content parce que Laurent, je suis Foxboy depuis juste avant la sortie du premier tome chez Delcourt. On a justement fait un Super Friends à Quai des Bulles qui est sorti du coup juste après la nomination, où on retraçait tout le parcours donc de cette série qui a eu du mal à vraiment bien vivre chez Delcourt et qui est en train de se faire une sorte de seconde vie, de troisième souffle même, voilà, avec des versions remasterisées et retravaillées de ces albums. Enfin du coup j'aimerais avoir le temps de faire un écrit dessus, mais La Nuit Trafiquée c'est vraiment très très bon, c'est vraiment assez ouf en fait l'aventure Foxboy avec le recul. Et puis aussi on a les Tortues Ninja tome 14 du coup, donc de Tom Waltz, Kevin Eastman, Dave Wachter et Corey Smith, donc très certainement en lice pour le prix de la série,
parce qu'en général, c'est le dernier tome à date qui est nommé, parce que c'est pas forcément le tome 14 qui sera le meilleur des 14 sortis. Il y en a certains qui sont avec Matteo Santoluco notamment, qui sont clairement mieux. Et donc, c'est très cool de voir les Tortues Ninja dans la sélection officielle, sachant que quand on sait qu'il y a le vidéaste Chris de la chaîne Comics Raise qui fait partie de la sélection cette année, on se doute. D'ailleurs, il l'a reconnu lui-même sur les réseaux sociaux. Mais moi, je dis ça, c'est un coup de Chris clairement qui a voulu tenter de placer une petite Tortue Ninja, et puis pour le coup, c'est passé. Et donc, merci Chris et le comité de sélection de montrer que il y a les Tortues Ninja aussi qui sont toujours bel et bien vivantes. Et voilà, c'est une série de Tom Watts publiée chez iComics et chez IDW en VO, qui est une très bonne série pour le coup. Donc moi, c'est vrai que ça fait pas non plus 13 000 albums non plus, mais je trouve que c'est quand même plutôt sympa d'avoir cette diversité de bandes dessinées avec du super-héros plus ou moins, on va dire, des trucs très indés, des trucs un peu bizarres, et puis même des créations françaises qui sont dans le registre comics. Corentin, ouais, je suis d'accord avec toi. D'accord, toi tu voulais juste que je fasse un commentaire et passer à la suite. En fait, j'ai pas forcément de... Toi tu t'en branles en fait. De la sélection. Toi t'aimes pas le FIBD, toi. Toi tu détestes ça. J'en ai rien à péter du Ouais, c'est bien ce qui me semblait. Tous ces pouilleux à l'hôtel Mercure. Non, moi je rigole. En plus, toi, tu mets des mots dans ma bouche. Oh, je ne mets pas que ça. Voilà. Tiens, je les anticipe maintenant. Oh là. Je les désamorce. Non, c'est cool. Mais je sais pas trop, j'ai pas de pronostic parce que j'ai pas toute la liste en tête. Non, parce que après non, par contre, ce qui m'apparaît assez certain, c'est qu'il y a, allez, peut-être que Jimbo dans le fauve lycéen, ça peut marcher. Ou Reckless. Peut-être que Reckless dans le polar, ça peut marcher aussi. Ou Goodnight Paradise. Ou Goodnight aussi, est-ce que c'est quand même très non, mais c'est plus pointu. Ouais, mais justement, c'est très ciné. Ouais, mais justement, le fait qu'il y ait des trucs quand même relativement pointus, moi je veux dire, j'ai toujours à me dire que de toute façon le FIBD ça reste pointu, tu vois, donc c'est chapeau pointu, tout ça. Tu, mais que, pardon, je sais pas, j'ai pris trop de café, excuse-moi. Arrête de me regarder comme ça, je suis moi-même gêné. Chapeau pointu. Il n'y a pas de vanne en fait, t'as juste dit pointu. Chapeau pointu. Oui. Pointu, chapeau. Mais c'est l'association en fait, c'est l'association de mots en fait, tu vois, c'est mimétique. Et marabout bout de ficelle. Ouais, c'est ça. Mais ce que je veux dire, c'est que en général, j'associe souvent les prix à des trucs relativement un petit peu pointus parce qu'on est le FIBD, on est des chapeaux. Voilà, c'est ça. Alors je me dis que Goodnight Paradise ça peut marcher. Je suis d'accord. Les lycéens sont moins pointus, je pense, donc je pense que Yojimbo Boss qui est vachement accessible et qui est vraiment super fun et tout, ça peut marcher. Après c'est vrai qu'il y a d'autres titres qui sont en compétition qui sont bien. Franchement, dans le jeunesse aussi, je me dis pour un ours, franchement, avec ce gros chien là. Franchement, les gens ils kiffent. Mais non, mais les gens ils kiffent les chiens, tu vois, c'est normal. Mais si. Quoi, les gens ils kiffent les chats. Mais non, les gens ils kiffent les chiens. Donc ça peut marcher aussi. Donc par contre, c'est vrai que pour le Grand Prix ou les prix de la série, tout ça, je vois aucun des titres sélectionnés forcément marcher. Parce qu'il y a un truc qui s'appelle Le Grand Vide, notamment, je sais pas si t'en as entendu parler, mais c'est une BD, c'est aussi un album assez ouf. Donc, à mon avis, tu vois, si quelqu'un. Graphiquement, c'est très ouf. Par contre, j'ai pas pris la claque que tout le monde a pris, moi. Ah ouais? Au niveau des idées, il fallait que tu prennes le bouquin et que tu te le mettes dans ta gueule. Parce que quand t'as dit que Monster t'a assommé, j'ai failli faire une blague en mode genre, tu prends le bouquin, tu tapes la gueule. Ah non, mais c'est pas une blague, c'est qu'il était dans la bibliothèque, je voulais l'attraper et il m'a tombé sur la tête et vu le prix, moi j'étais sonné, clairement. Le poids, tu veux. Le poids, pardon. Parce que le prix, ça peut assommer, mais différemment. C'est ça. Non, c'est vu le poids, du coup, ça m'a sonné effectivement. Ouais, je suis d'accord avec toi, Arnaud. Donc on fait une blague, le truc c'est qu'on fait une blague, ce qui temporellement en fait vient dans un podcast qui sortira après ce front page, mais c'est pas grave. Mais du coup, lisez Monstre. Voilà, lisez Monstre quand même. On anticipe. Mais donc voilà, je suis conscient qu'il y a certainement très peu de comics qui restent de gagner un prix. Mais je suis au moins content. L'important, c'est qu'ils existent. Ouais, c'est ça. Après, on sait très bien que le macaron FIBD fait pas forcément venir plus de lecteurs, mais je me dis que c'est quand même cool de voir des éditeurs comme ça, voir leurs travaux récompensés. Mais surtout pour Kinaï ou Comics Initiative, qui sont quand même des tout petits éditeurs en fait par rapport aux monstres que sont Delcourt, Urban et Panini. Ouais, pas mal. Non, mais que sont les trois gros, le trois trio tête qui représentent quand même chaque année 85% ou plus maintenant en fait du total du volume et du marché. Donc c'est quand même cool de voir ces petites structures qui font le taf, tu vois, être reconnues pour leurs travaux. Est-ce que le Lucky Luke de Bonhomme, il a reçu une sélec? Je crois, je suis pas sûr, c'est possible, je ne sais pas, je ne sais pas. Et Astérix et les Pics? Bah non, Astérix et les Pics. C'est Astérix et le Griffon le dernier, mais je crois pas. Je sais pas, parce que dans les trucs jeunesse, j'imagine que c'est... Ah peut-être, je t'avoue que j'ai pas toute la sélection en tête. Je me pose la question, est-ce qu'il n'y a pas un peu du lobbying justement pour placer ces gros trucs-là? Mais peut-être pas. Après, ça reste des incontournables aussi, tu vois. Oui, mais c'est pas besoin de ça pour se vendre en plus. Mais... Non, clairement, non, parce que t'as Black Sad, tu vois, par exemple, je sais que le dernier tome, le tome 6, du coup, est dans la sélection.
Bon, le Black Sabbath c'est déjà vendu, écoulé à des trucs, mais après c'est. Mais ça reste merveilleux. Enfin, oui, non, mais bien sûr, ça reste merveilleux. Mais il y a toujours cette disparité aussi entre le succès de vente, le succès critique, la reconnaissance publique et la reconnaissance d'un jury. Et le Corto Maltese de Bastien Vives. Je ne crois pas qu'il ait été. Je ne sais pas. Mais si, sûrement en plus. Mais si, bien sûr, c'est sûr. Ouais. Bah, c'est Vives quand même, donc il a dû être sélectionné. Ouais. Enfin bon, voilà. Oui. Voilà, hein, c'est cool. Bah, c'est super. Donc les résultats, ça tombera au FIBD à la fin du mois de janvier. On espère pouvoir y être. Si on y est et qu'il y a des invités, vous pouvez être garanti que le mois de février, vous allez être encore une nouvelle fois submergé de podcasts. Super Friends, comme ça a été un petit peu là au sortir de Quai des Bulles en ce mois de novembre passé. On passe à la suite, Corentin, avec quelques annonces du côté de la VF. Et on commence, enfin avant de passer à la VF, d'ailleurs, je vais même intervertir l'ordre du news avec quand même ce projet plutôt rigolo. Batman Gotham Adventures, qui est donc Gotham City Adventures, qui est ce projet d'immense escape game à venir dans la ville de Paris, dans un lieu encore tenu secret. Donc on nous promet un espace immersif de 3000 mètres carrés au total, avec 3 salles différentes qui permettront donc de faire de l'escape game très immersif, c'est-à-dire immersif dans le sens où il y aura aussi des comédiens vraiment recrutés, c'est-à-dire que c'est pas juste des salles avec des cadenas, des codes et des balances avec des trucs à peser, mais que devrait y avoir vraiment un travail de mise en scène et justement d'implication un peu plus importante avec des gens grimés en Riddler, en Joker, en je ne sais pas quoi, en ce genre de choses. Donc voilà. C'est fait par une société qui s'appelle Dama Dreams, qui est experte dans l'escape game, qui a d'ailleurs déjà fait en fait de l'association de licence en faisant un escape game avec la série Le Bureau des légendes de Canal+. Donc là ils promettent vraiment, en plus ce qui est bien, c'est que c'est pas un truc éphémère, ça va être vraiment installé dans Paris. Moi je suis chaud du coup après, parce que les escape games ça reste quand même plutôt sympa, l'univers de Batman c'est plutôt sympa, donc là tu mélanges un truc sympa avec un autre truc sympa, a priori ça devrait faire quelque chose de sympa quoi. C'est vrai que ça a l'air sympa quand on parle. C'est vrai que c'est vrai, c'est vrai que c'est vrai, ça t'arriverait. Non franchement c'est cool, on ira ensemble, non? Oui carrément. Et puis pour le coup, ça permet de faire, si on nous donne les accès, je finis. Ça se passe, en fait. Tu vas pouvoir parler. C'est ça que tu veux dire, c'est ça en fait. Non mais juste de dire que ça pourrait faire un prétexte, un Super Friends avec des gens qui bâtissent des escape games pour parler de comment ils construisent ce genre de choses. Ça reste un truc. Tout est podcast en fait du coup. Tout est podcast en fait. Tout est podcast. Exactement. Tout est podcast. À partir du moment, à partir du moment où je sais pas, quelqu'un, ferait des sets de cuisine Batman, moi je vais les voir avec un podcast, je fais alors les sets de cuisine, comment ça se passe dans ce milieu et tout ça. Moi disons, s'il m'offre un set de cuisine, en écchangé, je veux bien entendre un mec parler de set de cuisine pendant 2 heures, mais c'est autrement non. Non, c'est un set de cuisine Batman là pour le coup. C'est le niveau de curiosité qui nous sépare tous les deux, Corentin. Non mais ouais, pourquoi pas, après j'ai du mal à voir le business model à terme, puisque ça sera un escape payant. game en fait, tu sais très bien comment ça marche, tu le fais une fois, tu le fais une deuxième fois, tu fais toutes les salles de escape game, après tu t'arrêtes, et du coup si c'est pas tu peux faire des saisons, quand même, je pense. Faudra voir. Après le principe même d'un escape game Batman c'est logique, puisque le Riddler il construit des pièges, généralement Batman il est souvent piégé dans des situations, il faut qu'il s'échappe et tout, tu peux imaginer plein de trucs par rapport à ça, avec une salle sur chaque vilain, ou effectivement des saisons, et les décors, c'est vrai que ça peut être intéressant de se balader dans un univers qui est graphiquement, visuellement, esthétiquement mis en scène, etc. Là il faut comme un truc de Gotham City. Tu peux être sûr qu'il y aura une salle Arkham Asylum déjà, tu vois. Oui, bien sûr. Je me demande l'enveloppe, tu vois, précisément de combien ça va leur coûter de faire tout ça, parce que 3 salles, 300 mètres carrés, des 3000 mètres carrés, putain, des comédiens et tout, j'espère que ça va marcher. Mais c'est sûr que ça va marcher, frère. Attends. Mais mec. Les escape games c'est populaire, Batman c'est ultra populaire. Le Covid c'est populaire. Oui, non mais ça on enlève. Forcément, si tu parles de ça, c'est compliqué, mais ça va faire rire tout le monde, mais de la France et du monde entier, tu crois pas? C'est le plus grand escape game d'Europe, machin. Tu penses bien qu'il y a plein de gens frontaliers qui vont venir aussi. Enfin, l'amour de Batman, il est universel. C'est l'universalisme à la française, tu vois. C'est tout le monde aime Batman. Demande à DC Comics, ils vont dire, il n'y a que Batman. C'est ça. Non, mais franchement, je suis content. Enfin, franchement, je suis content aussi. Moi, je suis content. Juste, je m'interroge, c'est tout. On pose des questions. Invitez-nous sur le chantier, s'il vous plaît, messieurs de Warner. Oui. Allez. Ou alors, on fera un escape game comme les gens normaux. Non, je ne veux pas faire ça. Je ne veux pas me mélanger. Tu rejettes tes cartes de presse à la gueule. C'est connard. Je suis un influenceur, monsieur. Tu sais que ça existe, ces influenceurs escape game en plus. Forcément, plein de gens. Bien sûr. J'ai un pote qui bossait dans un escape game, justement, qui m'expliquait qu'en fait, il rinçait souvent des influenceurs pour venir tester les nouveaux escape games. Il y en avait un qui c'était près de l'endroit où il y a les locaux du Figaro, en fait, où il y avait un escape game avec un pote, justement. On avait fait, c'était un
thème Game of Thrones, c'était exactement ce que tu décrivais. Il fallait peser des trucs, appuyer sur des boutons. Non, mais après, oui, non, parce que t'as des mécaniques, t'as t'as des mécaniques qui se retrouvent un petit peu partout avec des codes et tout ça. Mais après, même moi, j'ai été invité en tant que pseudo-influenceur pour faire un escape game qui venait d'ouvrir et qui avait une thématique un peu de voyage dans le temps avec une ambiance un peu à la Lovecraft et tout ça. Et pour le coup, c'était vachement bien. Mais en fait, ils nous ont pas demandé. Tu devenais fou pendant l'escape game, en fait. Tu devenais fou. Il y a le Cthulhu qui apparaissait. Non, en fait, t'avais un énorme poulpe qui t'arrive dans la pièce et il faut le buter, quoi. Du coup, c'est ça. Après, c'est la fin du monde. En fait, tu réussis pas l'escape game, en fait, Cthulhu sort de la pièce. C'est ça. Ça, pour le coup, c'est un challenge, tu vois. Si tu loupes le truc, le monde disparaît. Donc, c'est quand même compliqué. Donc, je vous en reparlerai d'ailleurs prochainement. Mais on n'a pas encore eu de go parce qu'ils étaient pas encore prêts, je sais pas quoi, pour leur com. Donc, voilà. Mais de toute façon, je me sens pas forcément très influenceur non plus, quoi, genre mais t'en fais souvent des escape games? Non, en plus j'en fais pas souvent, tu vois. Après c'était plus pour le côté de Lovecraft et pour dire l'ambiance était cool, la mise en scène c'était bien travaillé, tout ça, c'était vraiment plutôt sympa à faire. Il y avait des vrais délires avec il y avait un truc, tu vois, par exemple avec une fenêtre où t'as un personnage qui apparaît à intervalles réguliers. Il faut vraiment noter les gestes qu'il fait et retenir sa chorégraphie parce que ça correspond à un code que tu trouves inscrit derrière un piano et quand tu le fais, ça... Non, c'était assez poussé, mine de rien, tu vois. On a un petit peu galéré. Dans le deuxième que j'avais fait, il y avait une mélodie qui passait en boucle et en fait il fallait comprendre que la mélodie, si tu reconnaissais, moi je pouvais pas tout, t'aurais peut-être pu le faire, il y avait une guitare dans la pièce et en fait au bas de la guitare, si tu regardais sur chaque corde, du coup do ré mi lol si mi moi je sais pas quoi, t'avais écrit en fait un code et en fait la mélodie donnait le code dans l'ordre. J'ai un genre mais comment tu veux, enfin là faut avoir un cerveau de mutant, toujours faire un escape game avec un musicien, hein, clairement. Maintenant c'est un mathématicien, un musicien et un scientifique. Voilà. Ouais, exactement. Allez, je peux pas faire d'escape game avec grand monde. C'est ça. Toi, tu fais, t'es dur. Genre, oh, dis dur, mais comment on va y arriver, les copains? Oh là là, ça fait déjà 1 heure et j'ai pas réussi la première énigme. C'est compliqué, dites-moi. Allez, Corentin, on continue. Voilà, on passe vraiment aux annonces VF avec quand même une annonce, surtout à noter du côté du Urban Comics qui a commencé à faire ses annonces pour le mois de mars 2022. Et je prends la voix de Maïté maintenant, qui nous fait quand même Batman Terre 1 tome 3 de Geoff Johns et Gary Frank qui arrive enfin 6 ans après le tome 2. C'est long. Oui, c'est long d'attente quand même, hein. Tout à fait, mais après c'est Geoff Jones, hein, j'ai envie de te dire. 3 Jokers, combien de temps il a mis? Doomsday Clock, combien de temps il a mis à le finir? Pour le tout, c'est surtout Gary Frank en fait. Enfin, pour moi le problème c'est pas Geoff Jones, c'est ses artistes. On avait commencé à avoir des planches assez tôt de ce truc là. Après on puis sait s'est mis sur d'autres trucs, quoi. La ligne Terre 1 Earth 1 avait déjà vachement pris la flotte après Batman Terre 1 tome 2. Parce qu'il y a quasiment plus de projets maintenant de Batman Terre, enfin de Terre 1 en général. Non, et en plus, ce qui m'a rappelé que le premier article que j'ai écrit en 2017 quand je suis arrivé à comicsblog.fr, c'était justement un dossier pour déjà expliquer à l'époque que la ligne Batman Earth 1 c'était un immense gâchis, puisqu'au final, les ambitions qu'ils avaient mis donc du coup sur cette ligne de graphic novel qui avait un objectif double, c'était à la fois de faire un peu comme Marvel Ultimate, de présenter des héros sous un jour, un angle un peu plus moderne et un peu plus réaliste d'un côté, et aussi de sortir un peu du format de publication single issue. Ils essayaient déjà en fait de proposer des choses directement en album, sauf qu'en fait ils étaient beaucoup trop en avance, ils n'avaient pas encore compris que ce modèle-là s'applique vachement mieux au titre jeunesse. Exactement, ouais. Bon, dans ce volume-là, grosso modo, on peut déjà dire qu'a priori il y aura Catwoman, puisque c'était le reveal de la fin du tome 2, donc oui. Voilà, effectivement. Il y aura Croc aussi, mais qui sera pas du tout aussi important que prévu. Et il y a un vrai truc par rapport à la famille de Batman. Est-ce que tu veux parler de façon un peu encore plus Non, mais si tu veux, j'ai pas envie de gâcher la surprise aux gens, parce que si je dis précisément quel est le personnage un peu central de cette histoire-là, on va tout de suite dans le spoiler. C'est Condiment King, c'est ça? Exactement. Ah bah voilà, putain, forcément. On a gâché, ça y est. Non, après je suis pas très fan du costume de Catwoman. Enfin, pour moi, c'est pas le volume le plus inspiré. On sent que Geoff Jones le fait parce qu'il faut le faire. Il faut le finir, ouais. Ça fait une saga de 3 romans graphiques qui est très sympathique, qui est bien, voilà, qui est de bonne qualité. Je pense que je préférerais quelque part Wonder Woman Earth 1 si je devais conseiller du Earth 1 à des gens. Oui. Mais c'est vrai que ça a aussi inspiré des trucs par rapport à la compréhension moderne de Batman, de Alfred aussi beaucoup, de ce qu'on peut faire à petite échelle, parce que c'est quand même des histoires qui sont relativement minimalistes en termes d'action et en termes de scènes de combat, etc. C'est du vrai Batman réaliste, il tire son grappin, le grappin marche pas, le Batignolles c'est un téléphone, voilà, il y a plein de trucs qui sont bien fichus de ça. On voit ses yeux sous son masque, vraiment, il n'y a pas les yeux blancs. Ouais. Donc c'est plutôt bien, je pense que c'est ce que John Jones a fait de mieux depuis Darkseid War, on va dire, en termes de... Parce qu'il n'a pas fait grand chose de bien en fait aussi depuis Darkseid War. Donc c'est agréable de retrouver ce Geoff Jones à l'ancienne, qui écrit de manière très, très simple, très fluide, et qui continue à moderniser un peu, à poser des petites questions au mythe de Batman, à la famille Wayne, parce que c'est un peu
le thème commun en fait de cette trilogie, puisque dès le premier, on explique en fait dans cette version du monde, Wayne est un croisement entre les Arkham et Wayne. Que là-bas, on revient vraiment aux origines un petit peu de ce truc-là. Donc c'est chouette, nous vous le conseillons. Voilà, on en parlera d'ici. Ça sortira le 11, je crois que c'est le 4 ou le 11, non, je crois que c'est le 4 mars 2022, donc très bien. On vous en reparle je suis content. À ce moment-là. Autre nouvelle aussi du côté de Panini Comics qui fait quelques annonces. Il y a quand même une qui est intéressante à noter peut-être. Si jamais vous n'avez jamais lu The Boys, il y a un énorme coffret collector qui arrive au mois de janvier, qui regroupe l'ensemble des 6 tomes de la série plus le 7e, donc qui est le spin-off, le préquel, sequel, Cher Becky ou Dear Becky, donc qui se garnit pour le coup en fait de couvertures variantes en fait qui reprennent en fait des visuels de la série, donc pas forcément le meilleur choix. Il y en a une qui est en fait il y en a une avec le Homelander dessus qui est vraiment pas mal, mais c'est vrai qu'il y en a d'autres qui sont un peu qui sont pas terribles, surtout qu'en plus il y a une forme de serpent qui se mord la queue, puisqu'il y avait notamment des visuels qui reprenaient des couvertures des comics, donc du coup t'as des couvertures des comics mais avec les acteurs de la série, donc je ne sais pas trop. T'as des lithographies à l'intérieur qui aident, qui est machin. Et en fait, le truc, tu vois, c'est que c'était juste un truc qui m'avait interpellé, parce que je m'étais dit, parce que le prix de vente, du coup, est de 164 €, ce qui est cher. Mais après, c'est une intégrale de vraiment tout. Et en fait, qui correspond au prix de tous les tomes séparés. Et en fait, au début, je m'étais dit, mais c'est bizarre, parce que pour un coffret, tu pourrais faire une offre un peu plus intéressante. Mais en fait, tu peux pas. Parce que le prix unique, la loi Lang, en fait, t'impose que si c'est pas une autre édition, en fait, tu peux pas la vendre à un prix moins cher, vu que sinon tu casserais le prix du livre, en fait. Et techniquement, c'est une autre édition. Bah non, en fait, c'est parce que c'est le même bouquin, ils ont changé les couvertures, mais en fait, c'est vraiment c'est le même bouquin, quoi, tu vois. Attends, mais comment est-ce que Delcourt fait pour faire en sorte que les intégrales... Mais c'est une intégrale. C'est un autre bouquin par rapport à 2 tomes séparés, tu vois, parce qu'en fait par exemple, s'ils auraient pu baisser le prix, s'ils avaient fait des super 3 tomes en fait, tu vois, pour la série, et que c'était du coup vraiment un autre bouquin, mais là vu que c'est quand même les mêmes trucs déjà sortis, peut-être plutôt fallu faire ça, non, du coup. Ça je sais, après ça permet d'écouler des stocks aussi, hein, clairement, tu vois, mais après c'est vrai qu'ils ont réimprimé techniquement pour faire ces coups. Moi, les covers en mode série télé, je trouve ça abject, et mais du coup ça m'interpellait parce que de faire ça pour faire découvrir la BD aux gens. Non, mais après ça permet d'avoir un autre. Par contre, clairement, ça s'adresse soit aux gens qui ont vraiment rien découvert et qui ont kiffé et qui veulent tous prendre à coup, sinon juste aux mecs ultra fortunés, parce qu'effectivement c'est une somme que tu mets, si tu peux pas tout mettre d'un coup, autant acheter les tomes un par mois pendant l'année. Parce que les mecs qui sont prêts à mettre une telle somme, c'est pas des mecs qui ont découvert The Boys. C'est pas des mecs qui ont découvert The Boys via la série télé. Généralement, les gens normaux qui achètent des comics en pack à 160 balles. Après ça dépend, tu vois. Cadeau, non, parce que du coup, à la base il était prévu pour, je sais qu'il avait été listé sur les sites revendeurs pour novembre, donc a priori oui, ça devait clairement être un truc à offrir à Noël, sauf que crise du papier, des cartons, pénurie de livreurs, tout ça fait que ça a été reporté. Mais par contre c'est vrai, tu vois, parce que moi je voulais me prendre notamment, il y a d'autres coffrets qui sont sortis comme ça, notamment t'as un coffret One Piece en fait avec les 12 premiers albums, et en fait j'ai vérifié aussi au terme du prix et tout ça, c'est en fait oui, effectivement c'est la même chose, ça coûte autant que de s'acheter les 12 bouquins séparément. Donc en fait l'avantage c'est juste que techniquement tu as l'emballage du coffret et quelques bonus parfois qui viennent avec, mais en fait les coffrets ne sont pas forcément à l'avantage. C'est mince comme avantage. Oui, bien sûr, mais voilà. Donc voilà, juste pour dire, mais sinon voilà, après ils font beaucoup de Spider-Man pour le début d'année prochaine. En même temps, entre Spider-Man No Way Home à la fin de décembre et Morbius au début janvier, il y a pas mal de sorties autour de ça qui arriveront, notamment le de tir entre Birds of Prey et Joker, tu te souviens? Oui, il y avait que oui, bien sûr. Harley chez DC et tout, et là maintenant avec entre The Batman et il y a tellement de Batman, alors que non, mais après Batman, je sais, c'est la blague, la blague. Mais tu vois, elle était pas mal. Parce que je me suis fait avoir. Oui, parce que la réalité dépasse la fiction humoristique. Qui l'eût cru? Et l'eût cru. Allez, du côté publicité aujourd'hui. Du côté de Delcourt, on a une autre annonce qui nous est parvenue récemment. C'est pour le mois d'avril prochain. C'est une intégrale du Fathom de Michael Turner. Alors Corentin lève les yeux au ciel puisqu'il n'aime pas cette... Ça va pas être mon podcast, il n'aime pas cette école de dessin, donc non, mais c'est un très bon dessinateur, Michael Turner. C'est juste voilà, qu'est-ce que tu veux dire? Tu veux présenter Fathom? Non, vas-y, je te laisse le faire. Non, tu vas présenter Fathom. Mais je l'ai pas lu, moi, Fathom, justement, parce que c'était sorti à la base. En fait, en gros, c'est 14 numéros plus le numéro de preview, plus le numéro 1,5 ou le numéro 0. En gros, c'est l'ensemble des épisodes qui ont été vraiment écrits et dessinés par Michael Turner, parce que Fathom, après, c'est une série qui a continué bien longtemps après, alors qui était d'abord écrite et dessinée par quelqu'un d'autre, puis après qui a été juste reprise par d'autres équipes créatives, puisque Michael Turner, c'est un dessinateur qui nous a quittés, hélas, en 2008,
je crois. Ouais. Après avoir laissé Jason Fabok pour poursuivre son œuvre. Il y avait Jason Fabok dessus. Il me semble que c'est un élève de Michael Turner. D'accord, ok, d'accord. Il me semble. Mais vous me corrigerez avec une ceinture. Voilà. Donc Michael Turner qui avait fait Fathom à la base donc chez Top Cow, donc chez Image Comics, à cette époque vraiment de vraiment époque emblématique, enfin représentative, j'allais dire emblématique, mais représentative vraiment de ce que c'était le dessin, une certaine forme du dessin un peu à la soft porn en fait du comics indépendant, notamment chez Top Cow, qui a vu aussi des titres comme c'est Darkness, Witchblade aussi, qui viennent de Michael Turner, en tout cas pour Witchblade. Je sais pas si The Darkness c'est lui ou pas. Quoi, Michael Turner? Ouais. Non, c'est Marc Silvestri. Non, c'est Marc Silvestri, c'est ça. Et donc, voilà, c'est une série où, grosso modo, un navire réapparaît dans la baie de San Francisco, je crois, ou San Diego, en fait, avec son équipage qui est là, alors qu'il avait disparu depuis 10 ans. Et là, en fait, on a donc la jeune Aspen, qui est présente aussi, qu'on sait pas trop d'où elle vient, parce qu'elle n'était pas sur le bateau lorsqu'il avait équipé à la base, et puis donc qui a des capacités surnaturelles liées à l'eau, et en fait, dont on va apprendre qu'elle vient en fait d'une peuplade aquatique qui vit sous les océans, parce qu'en fait il y a deux mondes, il y a le monde de la surface et le monde d'en dessous. Et c'est des épisodes qui avaient été publiés à la base dans une revue Fathom, qui était éditée par les éditions Semic. Et donc depuis, c'est vrai que Delcourt avait déjà fait des travaux de réédition des titres Fathom avec un cycle Fathom Origin en fait qui reprenait justement ce volume 1 avec les 14 numéros dont il est question, et puis un second cycle Fathom qui reprenait la suite de la série où Turner était juste à l'écriture, sachant en fait qu'il avait abandonné le dessin parce qu'il avait déjà ses problèmes de santé en fait, et la série a eu des problèmes de publication, vraiment des rythmes de publication super compliqués, puisque parce que Michael Turner avait un cancer et que ça l'empêchait d'être au point là-dessus. Et donc voilà, une intégrale qui s'adressera à mon avis plutôt vraiment aux nostalgiques, je dirais. À ceux qui, il y en a beaucoup. C'est vrai que moi j'ai pas grandi avec, du coup je venais à peine de naître quand c'est sorti. Enfin non, c'était 98, donc j'avais 8 ans. Mais voilà, je ne lisais pas les sémiques de l'époque. C'est vrai que j'aurais pu, remarque. Peut-être que si j'avais lu les sémiques à l'époque, peut-être que je ferais partie de ces méga fans de Turner, de Top Cow et tout ça. Cela dit, j'adore The Darkness, tu vois, et Witchblade aussi, je kiffe. Donc ça dépend des goûts, mais c'est plutôt cool en tout cas de quand même reproposer, parce que c'est vrai que l'édition de Fathom d'avant de chez Delcourt, elle commence à dater, et je sais pas si tout est vraiment disponible. Donc là, a priori, t'as quand même un peu ce côté auteur, en fait, c'est le Fathom de Michael Turner, tu vois, qui est en fait repris d'une édition d'un énorme omnibus qui a été publié chez Aspen Comics, qui est donc la maison d'édition qui s'est bâtie en fait justement dont le nom est le nom de l'héroïne de Fathom, et en fait où ils ont pris vraiment tout ce qu'a fait Michael Turner, c'est-à-dire qu'il y a Fathom, il y a Soulfire, et t'as le troisième dont je me rappelle jamais du nom, mais grosso modo ils ont repris tous les trois ensemble. Donc là en fait grosso modo Delcourt extrait la partie Fathom. Ça empêche pas peut-être qu'ils feront aussi une intégrale Soulfire plus tard, si ce volume-là est bien accueilli. Corentin, du coup... Il faut vraiment que j'en parle en fait. Non, d'accord, je t'empêche pas. Moi, je veux juste... Non, mais c'est juste, enfin, grosso modo... Je sais que toi, tu n'aimes pas ça. C'est vraiment, c'est très beau. Hein. Je veux dire, Michael Turner, c'est très bien ce qu'il fait et tout. Tu dis, bon, comics soft porn et compagnie, c'est pas exactement le cas. Enfin... La vérité, donc Fabok, oui. Comme Witchblade, tu vois, c'était quand même très sexy et c'était gratos dans ce sens-là, tu vois. Oui, mais après là, on est plus sur un truc qui est lié à la biologie marine, on va dire. Donc c'est plus logique d'avoir des nanas en maillot de bain et des sirènes qui se baladent dans le truc avec l'espèce des blues et tout. Non, moi c'est juste que c'est une saga à laquelle je comprends pas vraiment l'intérêt au-delà justement du dessin. Et la légende de Michael Turner, je la comprends parce que c'est un dessinateur immense, mais le fait d'être fan d'un univers qui, à mon sens, est quand même très très creux, juste pour ça, tu vois, c'est du Aquaman, quoi. Il y avait d'ailleurs a priori un projet de reboot au cinéma de ce truc-là. Oui, Fathom, on en parlait même il y a un an ou deux, on en avait reparlé que ça revenait. Marvel Studios qui voulait faire un univers partagé avec ça et tout. Ouais, c'est ça, ouais. Peut-être que maintenant que le succès d'Aquaman a débloqué peut-être des trucs, on sait pas. Ouais. Mais sinon, ouais, d'ailleurs, la légende veut, pour l'anecdote, que James Cameron, à l'époque où il avait fait Titanic, avait lu en fait Fathom et était intéressé pour en faire un film. Et qu'en découvrant les bandes dessinées de Michael Turner, il avait tombé sur la collaboration inachevée entre Michael Turner et Geoff Jones pour le projet Echo, qui aurait servi de base à la mythologie de Avatar ensuite. D'ailleurs, si vous regardez effectivement les constructions des ailes et des créatures de Michael Turner, il y a effectivement beaucoup de ça qui se retrouve dans Avatar. Voilà, c'est pour vous donner un peu envie, du coup. Mais sinon, ouais, non, moi, je comprends pas trop le délire.
Très bien. Mais ce n'est que moi, je ne juge personne. Amusez-vous. Tout à fait. Voilà. En tout cas, ça sortira en avril. Alors, effectivement, est-ce qu'on se donnera la peine de vous en reparler si on n'est pas forcément fan? Je ne sais pas. Mais en tout cas, ça aura le mérite d'exister. Moi, j'ai quand même envie parce que je connais pas bien du tout. Du coup, Phazon, je ne connais pas même, j'ai envie de dire. Donc, ça, je suis toujours curieux de voir un petit peu pourquoi. Je le respecte. Et c'est de voir qu'est-ce qui a marqué en fait cet imaginaire. Tu vois, en fait, enfin, qu'est-ce qui a marqué la sphère comics pour que ça reste quand même considéré comme un monument du comics des années 90, quoi. Mais est-ce que c'est considéré comme un monument? Ah oui, si, non. T'es sûr que c'est pas plutôt une rareté parce que le talent de Turner a fait et que, en fait, les gens qui étaient vraiment fans de Turner se sont accrochés à ça? Moi, j'ai vraiment l'impression que quand même tout ce qu'a fait Michael Turner est considéré Alors peut-être qu'il y a la légende par rapport à son destin tragique, mais quand même, enfin, non, c'est quand même... Enfin, je sais pas. Mais pour moi, ça reste quand même dans cette école de nana sexy, en string de mer, etc. Tu vois. Faut se rappeler qu'à l'époque aussi, les années 90, c'était une époque du dessinateur roi et qu'aujourd'hui, justement, qu'on a plutôt repris le pas sur l'écriture, on est quand même maintenant un peu revenu là-dessus, quoi. Il y a encore des gens qui achètent ça et qui adorent ça. Mais après, c'est vrai que c'est un vrai monde inventif et qui mélange bien biologie marine et armure et civilisation et tout. Mais voilà, enfin moi ce que je retiens de Fathom, c'est des couvertures d'une nana très sexy en bikini. Je me rappelle de la Supergirl qui dessinait avec le string. Tu sais, c'est l'époque où il y avait les strings. String ficelle qui remontait. Ouais, là c'est ça, mais genre de ouf quoi, tu vois, qui va jusqu'aux côtes. Et c'est assez marqué d'une certaine façon, ouais, de dessiner les corps féminins, quoi. De toute façon, vous checkez Fathom Michael Turner sur Google, vous allez très bien voir à quoi ça ressemble. Hein. C'est effectivement très proche de ce que Silvestri a pu faire, mais dans un contexte maritime. Alors, ça veut pas dire que c'est pas bien, Rébellion ou Vestron font du travail pour ramener cette école de BD là à la mode aussi. Donc, c'est très bien que les lecteurs des années 90 aient un expédient pour retrouver dans des bonnes qualités leurs souvenirs de l'époque. D'ailleurs, moi, je pense qu'on pourrait même un peu les recoloriser parce que c'était les premières couleurs numériques à ce moment-là. Ouais. Et ces trucs sont très mal vieillis en l'occurrence. Et après, peut-être une question de papier. Hein. Donc, tant mieux pour ces gens-là, pour ce public-là qui a le droit d'avoir sa production à lui. Mais effectivement, ce serait intéressant de leur découvrir pour le coup, tu vois, de voir si effectivement pourquoi les gens se sont autant emballés sur le délire à l'époque. Ouais, enfin, moi personnellement, je préfère retrouver du coup Darkness et Witchblade, donc avec Marc Silvestri, pour s'ils doivent refaire des intégrales de ce genre de trucs, j'aimerais bien qu'ils refassent ça. Ouais. Tiens, tu vois, regarde ça. C'est les ailes justement dont je te parlais par rapport au design de Avatar. C'est beau, ça, tu vois, quand même. Et ça, je crois que c'est la créature de Echo justement. D'accord. Ouais, donc voilà, c'est a priori le truc qui effectivement aurait peut-être inspiré la Bible graphique d'Avatar et ce pourquoi les fans de comics disent qu'Avatar est un plagiat. D'accord. Allez, on continue avec les autres annonces. On l'a déjà mentionné avant, donc ça, on va pas. String dans la mer. Yes, ça c'est Fathom, effectivement. Ça c'est du coup, je veux dire, on continue avec un titre dont on a déjà parlé, mais juste pour le remettre si vous ne l'aviez pas entendu, c'est Yojimbot tome 2 de Sylvain Repos qui arrive aux éditions d'Argo le 28 janvier 2022, donc la suite de cet univers un peu post-apocalyptique en fait, dans lequel l'humanité est un peu recluse, puisque en surface le monde n'est plus vraiment vivable et seul subsiste dans un parc d'attractions abandonné des robots samouraïs qui ont encore leur fonction voilà à la base d'attraction en fait pour ceux qui visitaient ce parc en activité, et donc arrive le moment où le petit héros est en fuite avec son père hélas meurt, et du coup un peu à la Lone Wolf et Cub, le jeune héros est pris en charge par le Yojimbot, donc ce samouraï robot. Il y a d'autres samouraïs robots qui arrivent par après, ils sont poursuivis par des méchants, c'est très joli, très très joli visuellement, il y a vraiment un univers graphique et plein de références assez ouf. La mise en scène, le découpage de Sylvain Repos, franchement c'est une vraie frappe. Il y a une forme de connaissance en fait sur la suspension des moments dans les scènes d'action, notamment où il arrive vraiment à arrêter le temps sur des cases pour vraiment te faire vivre les coups, les échanges de lames et tout ça, que moi je trouve assez phénoménal. C'était vraiment une BD que j'ai vraiment adoré, surtout pour une première BD. Du coup je trouvais que c'était vraiment super fort. Donc effectivement sur l'intrigue, on voulait en savoir plus parce que ça manquait quand même beaucoup Ça finissait très vite et c'était assez court. Il y avait un premier vilain à abattre, mais on a même par rapport à l'histoire. Mais c'est plus c'est dans le lore et tout ça, ça manquait encore de développement. En fait, ça fait le Yojimbot Limit, voilà, c'était un côté un peu Westworld. Tu l'as dit ça d'ailleurs, en fait, je suis en train de me dire. Non, j'ai pas dit Westworld, mais ouais, côté par attraction et tout, qui était une grosse partie du premier bouquin, et même par rapport au père, enfin au héros et à son père, il y a plein de trucs qui restent encore à résoudre.
Voilà, donc si vous nous écoutez depuis le début de l'année, Sylvain était venu dans le podcast, on le réinvitera sûrement peut-être avec son éditeur. J'aimerais bien faire un truc à 3 du coup pour aborder la fa... Oh, ça va Corentin, Je suis désolé. je suis gourmand, je le sais, Non, mais je suis tout le monde le sait que je suis gourmand. En fait, dans ta bouche, tout paraît dégueu. Bah oui, comment ça dégueulasse, écoute, chacun ses préférences. Mais ce que je voulais dire, c'est que... Un truc à travailler avec Sylvain Repos et son éditeur, c'est un peu dégueu. Ouais, pour aborder leur façon dont ils ont travaillé, tout simplement. Si tu pouvais me laisser finir mes phrases. Pardon, aussi. je suis désolé, continue. Et donc voilà, donc j'espère que ce sera bien et puis qu'on aura effectivement plus de réponses sur l'intrigue et sur cet univers. Et donc ça arrive le 28 janvier prochain. Donc bien sûr qu'on en reparlera parce qu'on est fan. Avec plaisir. Autre truc d'être fan, comme dans la chanson de Pascal Obispo, c'est Semence, The Seeds de Anno Santi et David Hara qui arrive en février 2022 chez Futuropolis. Ça tue, chef-d'œuvre, c'est top. Moi, je sais que j'avais écrit du coup un papier sur le premier numéro, mais du coup qui était sorti en 2018, je crois. C'était il y a déjà tellement longtemps. Rav expliquait justement pourquoi il avait eu beaucoup de retard. On avait fait un article là-dessus, je crois, à l'époque. Il a eu des problèmes de famille, des problèmes de santé dans sa famille, etc. Ce qui fait qu'il a dû décaler. Et finalement, en fait, ils se sont dit, on va pas finir les numéros, on va le sortir directement tout l'album en roman graphique. Donc voilà, c'est un monde pandémique, on va dire, quasiment post-apocalyptique. Oui. Avec voilà, une allégorie du journalisme, le rôle des abeilles. C'est incroyablement découpé, c'est incroyablement dessiné. Donc David Hara, le génie qui a fait Hawkeye, pas la série télé. Voilà. Et Iron Fist, déjà, je vais pas en dire plus, je vais gâcher le plaisir de personne. Voilà. Et effectivement, donc après une longue attente, ça finit par sortir. C'est donc édité chez Berger Books aux États-Unis, la maison d'édition de Karen Berger. Moi, je vais pas trop en dire pour pas gâcher, mais très honnêtement, voilà, ça fait partie des coups de cœur BD, romans graphiques un peu sérieux, on va dire, de cette année. Et je crois qu'Arnaud avait bien kiffé cette petite lecture. The Seeds. Ouais. Ah, de ouf. Ouais. Par contre, le titre Semence. Les graines. Ouais. Semence. Bah, je sais pas, après, c'est le choix de la traduction. Un sens tout ça. Dans le texte, ouais. de ça, mais parce que semence, du coup, t'imagines un double sens qui en l'occurrence ne. Non, ça, c'est toi et ton esprit graveleux. Du coup, Arnaud, enfin, semence. Mais c'est au pluriel, non, c'est au pluriel. Ah, dans ce cas. C'est au pluriel. Okay. C'est vrai que si ça avait été vraiment en mode semen, en fait, tu vois, là, effectivement, t'aurais pu voir un double sens. Non, là. Mais par contre, c'est pour ça que moi, ce que j'avais dit depuis déjà 3 semaines, David Hara, qu'il avait dit que ça sortait chez Futuropolis. Donc moi, je suis allé directement contacter leur attaché de presse pour dire, bon, David l'a dit sur Twitter, est-ce que je peux juste avoir les infos sur date, prix, machin, pour pouvoir en parler, faire un truc un petit peu propre. Et ça a mis du temps un petit peu à répondre. Et du coup, je le cherchais en attendant sur les sites revendeurs et tout ça, parce qu'en général, ça justement, vu que c'est en février, ça apparaît souvent 3 mois à l'avance. Et je le trouvais pas. Mais parce que justement, ils ont adapté le titre en français. Donc The Seeds, en fait, tu trouvais rien. Et puis que tu tapes Semence, effectivement, t'as l'album qui apparaît assez rapidement et qui te permet d'avoir toutes les infos. Mais voilà, on va vous en reparler aussi en février quand ça arrive. Et vous pouvez c'est télescopé, quoi. C'est-à-dire qu'il y aura un back issue, à la fin on dira putain, dinguerie, c'est incroyable, vas-y, achetez-le, lisez-le, voilà, c'est trop bien, machin, comme ça, grosso modo. Hein. C'est vrai que c'est télescopé. C'est assez non, on peut le prédire, quoi. Très agréable de lire, justement, par rapport à toute cette angoisse. Il y a tellement de trucs bien qui sortent l'année prochaine, en fait, en VF, déjà. Tout à fait. Cool, toute cette angoisse de fin du monde, cette angoisse de société très, très, très cadenassée. Et ouais, l'usage des couleurs, j'allais dire de la seule couleur qu'il y a dans le bouquin, les découpages, c'est très photoréaliste quelque part, tout en étant très David Hara. Ouais. Voilà, ce monde des abeilles, la banque d'embryons et tout. Enfin, c'est plein d'idées. Et c'est Anno Santi qui retrouve ses racines journalistiques. Tout à fait. Avec justement une enquête et le rôle du journalisme par rapport aux vérités qu'on nous cache. Faut-il dire la vérité quitte à anéantir l'espoir du peuple. Non, c'est super intéressant. Ça trop bien, achetez-le, putain. Ça questionne tellement de trucs. Voilà, on est déjà en train de vous en faire la promo, alors que le truc, vous pouvez même pas. Remarque, vous pouvez peut-être le précommander, mais que sur des sites de gens de boîtes ultra capitalistes pas bien. Donc non, attendez, allez-y en librairie pour regarder le format, parce que j'ai l'impression que ce sera un grand format aussi, parce que Futuropolis récemment, là, avec les Hardboiled et les Shaolin Cowboy, ils font que des jolis grands formats. Donc j'imagine que ça peut être le même travail d'édition dessus à faire. Et voilà, soutenez Futuro parce qu'ils font les bails correctement. Allez, on passe du côté de la VO. Que se passe-t-il du côté de la VO Corentin? Eh bien, Corentin, savais-tu que la SDCC va revenir en présentiel, en bonne et due forme à l'été 2022? À l'heure actuelle, là, au mois de fin de novembre, ils ont fait une édition présentielle, en fait, de rattrapage un petit peu par rapport au Comic-Con at Home qu'ils ont dû faire en 2020 et 2021 pendant l'été,
qui profondément, je crois, bide en fait, parce que complètement, ouais. je sais pas en fait, parce que j'arrive pas. Moi, j'ai pas vu la moindre truc sortir là-dessus, quoi. Ouais, mais après c'est parce que ça reste du coup très américano-centré, j'imagine. Mais du coup, ils comptent vraiment à l'été 2022 revenir. Ils ont annoncé leur date et tout ça. Est-ce que toi tu y crois? Ils ont aussi même annoncé la WonderCon pour avril à Anaheim. Donc je sais pas, ce que toi tu penses que... Tu sais, à force de dire, ça c'est pareil, quand on avait parlé en début d'année de la possibilité de refaire des conventions en présentiel à la rentrée en France et tout. Techniquement, il y a eu Paris Manga. D'ici là, c'est bon, il y aura eu des vaccins, on sera tranquille. Il y a eu KDBull et il y a eu Paris Manga, techniquement. Oui, non, mais bien sûr. Et plein d'autres festivals de province. Enfin, tu vois, je sais pas comment dire. Là, on est toujours dans... C'est comme l'année dernière, il y a toujours une sorte de reflux où là, tu te dis, ah, c'est bon, ça revient à la normale. Et puis après, en fait, variant. Et là, moi, je commence un peu à m'inquiéter de l'année prochaine, surtout pour l'été. Mais parce que moi c'est plus l'hiver là qui arrive. Vraiment à fatiguer un peu de ce monde pandémique. Tu sais, il y a ce fameux tweet d'un mec qui disait il y aura une pandémie de 2020 à 2024 qui est ressorti, qui avait été écrit en 2018 machin. Ah ouais, et du coup qui repop machin en disant putain le mec avait tout prévu, je sais pas quoi. Et du coup t'imagines 2024. Ouais. Bah non, mais c'est là, possible. la flemme. Un variant par an et tout. Enfin, bref, du coup, j'ai pas envie de m'emballer. De toute façon, même si ça se produit, on sait très bien que les grands groupes vont faire sécession. Parce que je pense. Ça, on sait pas. Si ça revient en présentiel, moi, c'est la question que je me pose justement, c'est est-ce qu'ils vont revenir, à mon avis, ils vont revenir jouer le jeu. Attends, le Hall H de la San Diego Comic Con. Disney ne reviendra pas jouer le jeu. Enfin, c'est le fric que ça coûte d'organiser un stand, une présentation, etc. Oui, mais mec, là. En démat avec des fonds verts pourris et tout. Non, mais attends, c'est quand même pas la même chose de faire venir, excuse-moi, Andrew Garfield et Tobey Maguire qui feront la nouvelle trilogie Spider-Man avec Tom Holland, hein. Mais on est déjà dans le monde de Death Stranding, mec, ça y est, maintenant, on est prêt pour méta, on vit tous chez nous et on s'est habitué à les voir dans les écrans. Mais tu vois bien que non. C'est fini. Mais non, l'humanité a perdu. Alors oui, voilà. Mais non, mais je sais pas. Enfin, mon avis, au-delà de ces prédictions futuristes morbides, le fait est qu'à mon avis, le Disney précisément, par exemple, n'a plus envie de partager le spotlight, n'a plus envie de faire un effort groupal pour mettre la culture en avant. Ils pensent d'abord à leur intérêt individuel, ou à leurs intérêts individuels au pluriel plutôt même. Comme pour la D23, je pense qu'il y aura une nouvelle forme de convention annuelle pour Disney, même en présentiel. Warner Bros, c'est pareil, je les vois maintenant qu'ils ont réussi leur pari quelque part avec la Comic Con at Home. Non, le DC Fandom, c'est. Le DC Fandom, pardon. Pas forcément en faire une tradition dématérialisée, mais ou alors une petite présence égrenée, etc. Mais il y a un intérêt en tant que marque à avoir ton événement. Alors oui, mais le truc... T'avais mangé le micro? Je sais pas. Mais le truc, c'est que techniquement, en 2019, la D23 et la SDCC coexistaient parfaitement. Donc je vois pas, en fait, je pense, c'est pas du tout une impossibilité. Disney était quand même pas vraiment partie prenante de la SDCC. Et puis depuis l'effort... Ah si, 2019, c'était l'édition, j'avais titré l'édito, une édition laissée complètement libre à Marvel Studios. Alors que pendant l'été... Après, ils avaient beaucoup de trucs. Ça dépendait des années, après c'était fluctuant, mais les deux pouvaient coexister tout à fait normalement, donc je vois pas... Enfin, je sais pas, enfin l'ambiance du Hall H c'est quand même autre chose. Enfin, ça fait parler toi aussi. Avec toi. Ta marque justement surplombe l'événement. Mais depuis la pandémie, j'ai l'impression que chacun fait. Moi je préfère quand même avoir une vidéo. Il faudrait juste qu'ils retransmettent toutes leurs conférences en live maintenant. Mais je suis vachement plus déter justement de voir Kevin Feige et sa casquette débarquer dans le Hall H. Salut Arnaud. En disant hey les gars, on est Marvel Studios, on vous nique tous et venir avec, je sais pas, avec Martin Scorsese qui vient réaliser leur nouvel Avengers, tu vois. Il fout l'en délire. Quelle horreur. Plutôt que. Je me pends. Avec Inarritu derrière pour faire le prochain Spider-Man aussi, tu vois. Ça, j'y crois, ça. Voilà. Mais je préfère largement avoir ce genre de scène plutôt que juste Kevin Feige sa casquette sur une vidéo YouTube éclatée en faisant nous à Marvel Studios on aime s'engager pour les agriculteurs responsables, c'est pour ça qu'on a décidé de faire, je sais pas, tu vois. Mais c'est quand même beaucoup. Quelle est la différence avec l'Investors Day? Le public. Mais de Investors Day il y avait un public. Le public, non mais le public et la scène, le fait que ce soit devant une scène avec des gens, que tu as l'exaltation du public. C'est pareil, de ton point de vue à toi, c'est pareil. Mais il n'y avait pas une scène devant un public. Mais il n'y avait pas une scène devant un public. Non. Mais rappelle-toi d'Investor Day. Il passait devant les caméras, il devait passer devant le truc, mais il y avait personne. Franchement, pour moi, ça fait pas une différence. Ah, mais si, en termes d'image, mon gars, ça t'a rien à voir. Et puis comment tu fais les... Attends. Non. Tu et ensuite, je te laisse. Non, tu me laisses parler. Non, je finis, je te laisse parler. Je te promets, je te laisse parler. Mais je te dis, comment est-ce que tu fais tes vidéos de rétrospective que tu diffuses après dans des bandes annonces limite au cinéma
cinéma et où tu te fais plaisir si t'as pas justement des images où tu vois les foules en délire, où tu vois. Mais non, mais justement, comment tu fais pour avoir justement ce genre d'image si t'as pas Nathalie Portman qui revient sur scène et qui porte le marteau de Thor? Comment ce genre d'événement-là, tu peux pas le faire sur YouTube juste avec un fond vert? Mais tu peux le faire dans ta convention à toi. Mais ils vont pas. Mais ça coûte beaucoup trop. Mais alors dans ce cas, si tu parles vraiment de problème d'argent, ça coûte quand même vachement moins cher de juste réserver le Hall Edge pendant 2 heures plutôt que de bâtir ta propre putain de convention où il faut l'animer aussi. Hein. Ça dépend. Il faut l'animer. Si Bisebowski va pas te mettre des piscines de boules partout. C'est toi qui maîtrise le prix de la vente des places éventuelle, tu vois. Et tu peux. Mais c'est pas ça. Non, mais si tu veux, moi franchement, depuis des années, je rêve, des années très longtemps, je rêve qu'il y ait un E3 à la culture entre guillemets. C'est-à-dire que t'es une conférence Disney, une conférence Warner, une conférence Netflix, la SDCC au cours d'une nuit entre guillemets, que tout soit télédiffusé comme le 3 et que du coup on soit vraiment genre waouh, ça va être trop bien, festival de Cannes du cinéma, enfin en l'occurrence non parce que festival de Cannes du jeu vidéo c'est le 3 mais de la pop culture. Mais voilà, tu vois, ça j'en rêve depuis long time. Mais c'est pas un choix, moi je suis pas en train de faire ce que j'aime ou ce dont j'ai envie. Je remarque que Disney fait cavalier seul mais à tous les niveaux. Ils ne veulent plus depuis partager la pandémie, force. vraiment, c'est la pandémie a forcé le truc, je suis désolé. Mais la Comic-Con Atom, ils étaient pas là. Tu vois, mais parce que justement, parce qu'ils s'en foutent d'avoir des vieilles chefs. Franchement, je suis désolé, la Comic-Con Atom, les 3/4 des panels, au final, c'était vraiment, c'était juste des gens devant leur Zoom en réunion Zoom, avec parfois même pas le matos vidéo ou le matos audio, donc ça faisait des échanges qui étaient franchement pas audibles et tout ça. Bien entendu que Marvel Studios, avec son image de marque et avec son image de nous, on fait venir les acteurs, ils soulèvent des marteaux et ça fait hurler 10 000 gens dans une salle, bien sûr qu'ils allaient pas passer de ça à salut, attendez, j'ai un problème de connexion sur mon Zoom, tu vois, franchement. Tu t'adaptes. Bah oui, ils s'adaptent et du coup ils ont fait un truc ultra Disney cadré. Plus Day, pardon, c'est de la merde. Bah oui, c'est pas terrible. Non, mais c'est sûr. C'est un post Twitter. Et après, tout le monde allez sur Disney Plus pour regarder les images pourries de futures séries pourries. Mais tout le monde l'a vu que c'était pas ouf ça, tu vois. Mais du coup, ils ont accepté de faire ce truc-là. C'est-à-dire qu'ils auraient même pu faire un petit. Tourner une vidéo sympatoche en prenant 50 figurants qui pourraient applaudir à la fin. C'était possible. Ils ont fait le choix. C'est fake, ça c'est un peu. Ils ont fait le choix pour économiser du blé de nous dire, la série Agatha House of Darkness, elle arrive et voilà un logo. Il y avait rien, il y avait même pas Catherine Hahn qui juste, je sais pas, moi aurait pu recevoir un colis, ouvrir et sortir un poster, un truc qui fasse un peu événement. Franchement, pour moi, Disney se radicalise. On n'est plus dans le Disney de Bob Iger. Hein. Disney se radicalise. Non, mais dans le capitalisme crevard. On n'est plus à l'époque de Bob Iger, on est à l'époque de Bob Chapek, qui maintenant ils économisent sur tout. Non, c'est une autre. Je t'ai demandé de faire une news justement. C'est ça là, la news qui doit faire sur la nouvelle présidente après Bob Chapek justement. D'accord. Chairman, pas président. Chairman, pardon. Président, c'est ça que tu dois faire. Tout ça pour dire que il n'y a rien Netflix avec le To Doom. Tu vois, ça s'était éclaté ça aussi. Mais ils prennent leur indépendance. Sauf que Netflix n'a jamais eu de Hall Edge. Netflix n'a pas de Hall Edge et ils n'ont pas un univers partagé de films comme. Mais peut-être que t'as raison, mais moi j'ai l'impression que je vois les groupes faire sécession. Je pense que j'ai pas tort. Oh là là. Wink wink. Ouais. Ça c'est vraiment vrai. C'est dans le sujet. Allez, du coup, on va parler maintenant de. T'es pointu, cette blague. Ah, toujours. Tu. Allez. J. Willow Wilson, formidable scénariste derrière la création de Kamala Khan, qui a aussi fait Invisible Kingdom, qui a fait un run de Wonder Woman un petit peu moins bien, sera derrière une série Poison Ivy. Très bien. C'est un peu ce que l'on devine aisément, puisqu'en fait, il y a un numéro, une anthologie spéciale super vilain de Gotham qui est sorti là, alors on enregistre ce podcast, qui était notamment très publicité parce qu'il y a Danny DeVito qui a écrit une histoire sur le pingouin et du coup les gens l'ont interviewé, ils lui ont fait est-ce que ça te dirait de reprendre le rôle du pingouin, donc lui il a fait oh bah oui pourquoi pas, je sais pas quoi, et du coup tout le monde fait peut-être qu'il va être de retour. Non, il a juste dit si tu poses une question à un acteur est-ce que tu voudrais du travail, en général l'acteur va te dire oui, tu vois, c'est assez systématique, donc ne vous faites pas avoir par ce genre de titre toujours un petit peu mensonger. Mais bref, donc dans cette anthologie il y a une histoire sur Poison Ivy qui est écrite par J. Willow Wilson et qui correspond à quoi le J? Le J? Je sais pas. J de J. Willow. Ah, je sais pas, ça doit être marqué sur sa page Wikipédia. Je pense que tu peux aller faire tes recherches. Géraldine, moi je pense. Non. Gertrude Willow Wilson. Gertrude Willow Wilson. Non, je sais pas. Je suis pas sûr. Franchement, je sais pas. Georgia, je sais. Écoute, c'était une question très intéressante. Mais oui, et du coup, une série Poison Ivy, je suis très content. En tout cas, c'est ce qui est annoncé pour 2022. On n'a pas les détails. Est-ce que ce sera en continuité? Est-ce que ce sera parce qu'en continuité, c'est quand même passé vachement de choses du côté de Poison Ivy. Gwendoline, du coup. Il s'est passé quand même pas mal de choses. Est-ce que ce sera du Black Label? Moi, je le verrais bien franchement, une mini-série de Poison Ivy en Black Label par Willow Wilson. Je pense que ça correspondrait à l'image de ce que je me fais en tant qu'autrice quand même assez incarnée maintenant sur la scène comics, tu vois. Bah ouais. Donc, je suis assez d'accord avec toi. Et accessoirement, il faudrait un truc un peu plus,
Moi, je vois deux options. Soit vraiment, ils en font un truc super adolescent girly sur les premières Ah années non, de bah, pas en Poison Black Ivy Label. et tout. Black Label. Par Black Label, on est d'accord. Non. Ce cas, ce serait du DC Kids. Mais ce sera pas Et du s'ils DC le font Kids. en Black Label, ce serait un truc. Enfin, j'espère qu'ils vont reconnecter avec ce côté femme fatale, Bresson, polar, esthétique et tout. Parce qu'effectivement, il se passe beaucoup Elle a de choses tué avec beaucoup de Poison gens. Ivy. Elle a tué beaucoup de gens ces dernières années. Oui, bien Poison sûr, Ivy, hein, justement. donc, Parce que elle Poison est Ivy, dangereuse. il y a aussi justement le piège d'en faire juste le sidekick romantique de Harley Quinn, ou bien une allégorie de l'écologie qui, pour moi, s'est jamais vraiment trop bien manifestée. Parce que justement, elle est à la croisée des inspirations et des influences. Il y a beaucoup de gens qui pensent que c'est une éco-terroriste, d'autres gens qui Mais pensent que c'est une éco-terroriste. Mais oui, mais c'est une éco-terroriste, mais qui du Elle coup... le revendique dans la série Oui, animée. mais ça, c'est justement où elle est bien écrite comme une héroïne, tu vois. Voilà. Mais c'est pas un mal d'être éco-terroriste. Mais généralement, dans les BD, quand ils nous font ce point de vue-là, en fait, il y a toujours un truc qui manque. C'est vraiment toujours un portrait vraiment très, très archétypal, en mode genre, ouais, je préfère les plantes aux humains, et alors ou alors, justement, c'est le côté femme fatale, séductrice, qui a ce motif de la plante. Ils ont jamais trop réussi pour moi à créer une histoire vraiment ultra marquante avec Poison Ivy. Parce que, simplement, voilà, il manque un thème fédérateur à tout ça, quoi. Donc, tu vois, Swamp Thing est plus un héros de l'écologie pour moi, par exemple. Que Poison Ivy, c'est plus une sorte de caricature. Il y a même un épisode de Batman TS où il l'appelle une écologiste fanatique avant de lui péter la gueule parce qu'elle transforme les gens en arbres dans cet épisode, ce qui est un peu débile. Non, c'est mais cool. ouais, non, c'est cool. Mais c'est débile. C'est plus important que les humains, les arbres. Et donc, je suis assez impatient de voir ce que Willow Wilson en fera parce que maintenant, effectivement, elle a cette espèce d'image aussi d'héroïne plus affirmée grâce aussi à la série Harley Quinn. Donc, il y a plein de possibilités de récits. Et j'aime bien cette scénariste, donc je suis content. Eh bien, je suis content, moi aussi. Corentin, est-ce que tu penses que IDW pourrait perdre les licences à G.I. Joe et Transformers? Et est-ce que tu en as quelque chose à foutre? Alors moi, j'en ai pas grand-chose à foutre, mais je pense qu'il y a plein de gens qui en ont des choses à foutre, notamment les gens qui bossent chez IDW. Pour résumer, donc ça, encore une fois, comme on vient de le dire, l'espèce de fausse Comic-Con, de Fomicon de San Diego, qui du coup avait été très déserté en éditeur et en annonce, a permis à ce que les artistes qui étaient un peu moins supervisés, qui avaient moins le chaperon pour corriger ce qu'ils disaient en interview ou dans le café du coin, Johnston, qui donc de Bleeding Cool a rencontré pas mal de gens, et le bruit effectivement court que IDW serait un peu en train de revoir ses plans, parce qu'il pourrait perdre effectivement 2 licences des jouets Hasbro, ou Transformers, les fameuses bagnoles qui se transforment en robots, et G.I. Joe, les fameux soldats américains qui tuent des cobras, enfin je n'ai pas compris, mais non, je rigole, des terroristes, voilà, Cobra Commander et Destro. Mais c'est bizarre, à la fois c'est pas forcément surprenant parce qu'on sait qu'IDW s'est vraiment beaucoup endetté pour financer des pilotes de séries télévisées qui d'ailleurs beaucoup n'ont pas abouti, à hauteur de plusieurs dizaines de millions. Oui. Sur plusieurs années de suite, et avec le Covid, ils espéraient grosso modo revenir à l'équilibre en 2021, mais forcément cette année est un peu compliquée pour tout le monde. Donc les licences, ça se paye, hein, c'est pas genre allez on fait des comics s'il te plaît, ouais tiens voilà ma licence. Non, c'est je veux faire des comics avec ton argent, donc voilà. Il paraît aussi que Hasbro est devenu un peu gourmand parce qu'il y a des univers qui sont en train d'être réinventés, parce que les produits Hasbro, ça reste un géant du jouet, hein, simplement, et peut-être aussi que y a d'autres gens qui veulent mettre des ronds là-dedans. Peut-être qu'il y a des gens qui ont un portefeuille plus chargé, qui pourraient être tentés, maintenant qu'ils sont dans l'expansion d'univers, de franchises et tout. Est-ce que tu penses à un ami commun qu'on a? Je pense à notre bon Chester, parce qu'il aime bien les robots géants, vu qu'il est japonais. Et qui aime bien les ninjas, puisqu'il est japonais, donc les ninjas, et Snake Eyes et G.I. Joe. Donc pourquoi je crois qu'il était sur la liste des japonais préférés du Time, tu sais. Mais c'est homme de l'année au Japon, hein. C'est connu ça. Il est arrivé en kimono et tout, bref. Chester Yoshida. Le samouraï à la ceinture, enfin le katana à la ceinture. Tu sais qu'on pourra jamais faire une interview avec lui. Hein. Non, mais c'est pas grave. Moi, ça me dérange pas. Hein. Je pense qu'il finira par sauter de toute façon. Moi, j'avais envie de lui poser des questions. Mais donc, après, voilà, ça c'est juste une spéculation, on ne sait pas. Hein. Il y avait aussi des rumeurs comme quoi mon petit poney pouvait peut-être sauter aussi. Bon, ça, j'avoue, j'ai pas trop conscience de quel public ça. Oui, un poney qui saute. T'es sérieux? T'es sérieux? Ouais. Mon Dieu. Mais ce serait dommage parce que on sait que la Dark Horse va très mal. Enfin, va très mal. Dans l'expectative où il pourrait aller encore plus mal depuis la fin des comics Star Wars, qui était une grosse rentrée d'argent pour eux. Quelque part, il les récupère justement à IDW. Ouais, donc c'est des miettes, quoi. C'est une partie. C'est la partie jeunesse. Voilà. Mieux vaut ça que rien. C'est vrai. Tu préfères quoi? Est-ce que tu préfères un demi-morceau de biscuit ou pas de biscuit du tout?
Moi, je pense que tu préfères Tu le préfères demi-morceau Venom de 3 biscuit. ou le réchauffement climatique? Est-ce que tu préfères manger mon caca ou récupérer les comics Star Wars? Tu vois, franchement, ça va. Je préfère récupérer les comics Star Wars. Voilà, tu vois, ils sont contents. Non mais voilà, tout ça pour dire simplement que IDW pourrait aller encore plus mal. On sait qu'ils ont eu des problèmes au niveau du directeur éditorial qui est resté 5 jours et qui a été dégagé directement. Ils ont embauché Mark Doyle pour travailler sur une production originale. Probablement parce qu'ils savaient qu'ils allaient pas pouvoir se payer éternellement des licences qui coûtent cher. Bah tant mieux, après s'ils trouvent le succès avec des gros succès d'indé. Mais si tu perds les Marvel Action, si tu perds les Star Wars Adventures, si après tu perds G.I. Joe Transformers, tu finis par te dire mais qu'est-ce qui va leur rester au niveau franchise? Peut-être que justement ce sera le temps de se dire mais en fait il y a autre chose que la franchise qui existe. Oh c'est incroyable. Non mais en vrai ils font des créas originales aussi. C'est Community Infinite Loop notamment. Après c'est vrai qu'ils avaient loupé leur essai imprint très indé avec Shelly Band, c'était Black Crown qui a pas marché la gueule. Et justement c'est le problème en fait, c'est que moi je m'en fous des comics à licence, mais ça se vend et ça permet à ces boîtes là de financer des projets originaux où là ils prennent des vrais risques et qui peuvent devenir des franchises potentielles. Et c'est pareil pour Dark Horse a jamais pas fait de création originale, mais ils avaient besoin des comics de licence pour se financer, et là on voit bien que sans c'est compliqué. Donc quand les boîtes comme Disney ou comme DC ravalent une grosse part du marché, il faut que tu aies de la licence pour intéresser le grand public, puisqu'une équipe de base ne va pas s'intéresser à une BD originale qui jaillit du néant. Par contre, ils vont lire du comic Star Wars parce que c'est des fans de Star Wars. Moi, je le déplore parce que je trouve que je ne lis pas de comics de licence personnellement. Ça m'intéresse peu. Mais voilà, du coup, IDW, s'ils sont mis en danger, c'est potentiellement moins de séries Tortue Ninja, par exemple, parce que elle coûte de l'argent, cette licence-là aussi. C'est potentiellement moins de création originale, c'est potentiellement des employés en moins, etc. Donc c'est jamais une bonne nouvelle. Quoi qu'on pense des comics Transformers et G.I. Joe, qui sont pas tous mauvais d'ailleurs, Tom Scully en a fait quelques-uns qui sont plutôt bien, qui sont plutôt beaux. Donc voilà, il faudra voir ce que ça donne, mais comme d'habitude, le monde se centralise et les petits rachètent les gros et les petits meurent ensuite. Donc voilou, Arnaud, à tes souhaits. Merci beaucoup. On passe à la suite du coup avec justement Tom Watts. Tu parlais de Tortue Ninja, donc Tom Watts qui rejoint Sophie Campbell pour un projet Tortue Ninja resté secret encore. Là on sait pas grand chose, elle a juste posté un visuel avec les tortues qui ont des foulards et pas des masques. Voilà, Tom Waltz, donc architecte de Tortue Ninja de la période IDW Publishing, le volume 4 si je ne dis pas de bêtises, donc après Mirage et après Image Comics. Voilà, un très bon volume qui actuellement poursuit sa parution en VO. Waltz avait cédé la main à Sophie Campbell après le numéro 100. Elle a notamment participé à la création du personnage de Jenica, la 5e tortue au masque jaune qui est trop bien et que je l'aime. Et après, il était parti faire d'autres trucs. Non, elle est toujours sur la série régulière. Ah bon? Ah oui, elle continue. Hein. Non, mais qui? Sophie Campbell. Non, mais Tom Waltz était parti faire d'autres trucs. Je m'écoutais, pardon. D'où le retour. Parce qu'il sur la série régulière, il n'y aura pas de retour. Voilà, donc on est content de le revoir, mais on ne sait pas trop ce que ça va donner. A priori, ça se passera plutôt par rapport aux 4 héros, et ce sera pas un spin-off sur un autre personnage, ce sera pas un reboot non plus, ce ne sera pas lié à l'univers du Shredder in Hell, je veux dire cette mythologie-là, ni à l'univers des Ronins, enfin du Ronin, donc à voir. On n'en sait pas plus pour le moment. Mais je suis content de le revoir parce que c'est un très bon scénariste. Ouais, très bien. Autre bonne nouvelle aussi sur des retours, c'est Decorum qui aura une suite. Du coup, donc le titre de SF de Jonathan Hickman et Mike Huddleston, d'ailleurs, dont la suite en VF arrivera enfin en mars 2022 chez Urban Comics. Tout ça parce qu'en fait, le 8e numéro a mis énormément de temps à sortir. Il vient à peine de sortir à l'heure où on fait ce podcast. Et justement, c'est Jonathan Hickman qui, par Substack, a révélé qu'il y aura bien une suite. Non, c'est pas par Substack, il me semblait que c'était par Substack. Dans le numéro, en fait. À la fin du numéro. Mais je crois qu'il en a aussi parlé après sur Substack, c'est pour ça. Ouais. Mais du coup qui à la fin donc annonce le titre d'un nouveau volume de Decorum qui heureusement ne fera pas que 8 numéros, parce que c'était quand même un petit peu l'écueil principal de ce titre de SF, c'est que ça paraissait vachement court par rapport à tout ce qu'il y avait à raconter dedans. Ouais, donc Decorum, un monde futuriste, space opéra, avec une sorte de guilde d'assassins féminin d'ailleurs en l'occurrence, une jeune nana qui transporte des colis Uber un peu, on va dire, pour un truc un peu underground, etc., qui surprend une scène d'assassinat qu'elle n'aurait pas dû voir, et la tueuse à gages la recrute parce qu'elle la trouve sympa. S'ensuit tout un truc très compliqué par rapport au créationnisme, par rapport au dieu originel de l'univers, et à une religion très compliquée, et comme d'habitude avec Hickman, très architecturée, très quadrillée, on sait qui fait quoi, on sait quand arrive tel événement, etc. Je ne peux malheureusement pas vous dire de quoi sera faite la prochaine série parce que c'est connexe de la fin qui n'est pas encore arrivée en VF,
Mais grosso modo, il y aura toujours les deux protagonistes principales et un truc qui va s'intéresser justement à la gestion de l'univers dans un autre contexte. Donc, la première série était super cool, c'est très bien écrit, c'est surtout très bien dessiné. Hein, c'est incroyable. C'est très bon Hickman, c'est quand même du grand là. Huddleston, qui est donc le mec qui a fait Butcher Baker, Candlestick Maker, non pas du tout, Le Redresseur de Thor, qui était édité chez 619 d'ailleurs en France, qui est un artiste peintre numérique, crayon, tout, il sait tout faire. C'est tout, c'est un génie, c'est un modéliste, je l'aime. Et donc, a priori, il reviendrait. De toute façon, il est toujours avec Hickman sur Substack, puisqu'il participe aussi à la conception de 3W3M. Donc, c'est une très bonne nouvelle, et vivement la suite en français. Ouais. J'ai envie de dire. Au mois de mars, en plus, tu sais qu'il profite donc du format Urban, donc le grand format un peu franco-belge, qui permet justement aux planches de Michael Huddleston de vous casser les rétines, c'est-à-dire que les planches viennent à vos yeux, elles prennent vos rétines, elles vous les brisent et après vous êtes aveugle. Ouais. Tellement c'était incroyable. Du coup, ça donne envie de le lire, ça ou... Ouais. Vous serez aveugle après l'avoir lu, les gars. Ouais, mais après, vous aurez passé un tellement bon moment qu'au pire, c'est le prix à payer. Vos yeux ne vous manqueront pas, vous ne reverrez jamais rien d'aussi beau ensuite. Voilà, c'est ça. C'est ça, j'allais dire sauf mon. T'allais dire quoi? T'allais dire quoi? J'ai rien dit. Ça m'intéresse. Sauf mon cul, c'est bon, ça va. On peut faire des blagues un peu dans ce podcast ou pas? Là, on est au comptoir. Là, moi, j'ai pris ma bière et j'ai fait ma blague de cul. Voilà. Allez. Du coup, sortez-moi de cet enfer. Bienvenue au PMU. Envoyez-moi de l'argent pour que je n'ai plus à travailler avec ce monsieur, s'il vous plaît. First PMU, c'est votre podcast préféré sur le PMU. Oui. Allez, du coup. Sur le PMU, tu veux dire qu'on va faire un podcast d'actu sur l'actu des PMU? Carrément. Alors, il paraît que les prix du tac au tac ont encore grimpé, Bobby. C'est pas possible. Dis donc, une augmentation de 5% des tarifs à cause de la crise du papier. Oui. Ce serait super intéressant, en vrai, je suis sûr. Ça juste là sur Uber, là, en fait, ils ont ouvert un nouveau PMU, c'est Ginette qui a ouvert le truc. C'est la 3e PMU qui a ouvert le truc. Un crowdfunding. C'est une vraie franchise. Il y a des crowdfunding PMU. Je sais pas. Sûrement, j'espère, peut-être, oui. Pourquoi t'espères? Mais non, il n'y a pas besoin. Il y a beaucoup trop de gens motivés pour boire qu'il n'y a pas besoin de ça. Il n'y a pas besoin de ça pour faire du PMU. Allez, on continue du côté des trucs un peu gratos, j'ai envie de dire, puisqu'on va vous parler de ce curieux projet trop chelou. donc les bruits de phoques qui agonisent dans le fond, c'est Corentin qui on n'a plus du tout envie. Et le truc un peu gratos, quoi, les gars. C'est ultra gratos, frère. Alien, Samurai, Dino Warriors, mes couilles, là. Mais oui, mais c'est marrant. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Ah, c'est marrant. C'est une sorte de Tortue Ninja. Non, mais c'est complètement un titre qui rappelle effectivement les Adolescent Radioactive Black Belt Hamsters ou les Pre-Teen Dirty Jean Kung Fu Kangaroos dont t'avais parlé. C'est tellement bien. Ce titre-là, mon gars, pas la BD, mais le titre. C'est stupide. Donc tous ces foutages de gueule, tous ces titres en spoof en fait des Tortues Ninja des années 90. Et là donc c'est un projet vraiment de faire donc des aliens, des dinosaures qui sont aussi des aliens et qui sont des guerriers samouraïs. Donc c'est piloté par un DJ qui s'appelle Dimitri Vegas. Je sais pas, je connais. Tivaios. Ouais, mais ça c'est son famille, du coup il s'appelle Dimitri Vegas, quoi. Tu peux chercher sur Spotify. Ouais. Et c'est aussi piloté par producteurs David Uslan et Michael Uslan, sachant que Michael Uslan c'est un mec qui bosse notamment chez Warner DC, qui a produit tous les trucs d'ici de ces dernières années, vraiment tous, quoi. Et donc il est assisté à l'écriture d'Eric Burnham, qui a fait beaucoup de trucs de commande en fait, notamment des comics Ghostbusters, et avec pas mal de dessinateurs, dont le petit chouchou de Corentin qui s'appelle Brett Booth, aussi avec Steven Segovia, mais également de façon curieuse Jim Starlin, qui dit du coup que qui a quand même il aime bien l'argent. Ouais. Non, c'est ça. Non, dans le communiqué de presse, il dit quand même que depuis la création de Drax et Thanos, en fait, limite c'est le truc qui lui fait plus marrer, quoi. J'allais dire, frère, t'exagères un petit peu quand même, tu vois. Enfin, c'est un très bon communicant, il sait très bien ce qu'il fait. Ça a l'air d'être un bon délire un petit peu régressif et tout ça, mais ça a quand même pas l'air très fameux, quoi, cette histoire. Enfin, Brett Booth, hein, j'ai envie de te dire. Non, mais au-delà de Brett Booth, le projet piloteur, le projet, si tu prenais vraiment comme une parodie méta, le caprice d'un DJ de deux producteurs de Cinoche qui se disent, vas-y, on va faire des dinos aliens. Il n'y a pas un but d'en faire une sorte de série animée ou une connerie dans le genre. Après, le visuel a l'air très, ça va pas se prendre au second degré, mais ça fait Tortue Ninja. C'est très moche, en fait, surtout. Il fallait que Corentin dise des bails. Il faut dire qu'il dise. Non, mais blague à part, le visuel, il est dégueulasse, quoi. C'est quoi ces espèces d'armes laser, là? En plus, c'est pas des samouraïs. Il y en a un qui a une hache.
T'en as un, on dirait. Ils ont des armes japonaises quand même. Mais c'est quoi armes japonaises? Les haches, c'est pas des armes japonaises. C'est une hache. Non, par contre, la forme de la lame, machin, si, c'est des haches que tu retrouves au Japon. Non, mais n'importe quoi. C'est pas une hache orientale. C'est un amalgame honteux. Moi, si j'étais japonais comme Chester Cebulski, ça serait vraiment dégoûté. Non, mais blague à part, franchement, c'est débile. Enfin, c'est un peu nul. Oui. Mais tu sais, c'est tellement un truc de croutonnard en fait que quand tu le vois arriver, t'es obligé de te marrer, tu vois. T'as la sauce vinaigrette qui arrive direct tellement c'est des croutons, quoi, tu vois. Tu vois, c'est comme les fluorescent black belt hamster, là, tu vois. Tu vois le truc, tu te dis, mais. Niquez-vous. Je fous de ma gueule. Je suis pas con, enfin. Et puis les tortues, c'était bien dès le début, en fait. Tout le monde s'est foutu de la gueule. Enfin, c'est moi qui te foutais de la gueule des tortues qu'ils voulaient, ils voulaient voler de l'argent à Kevin Eastman et Peter Laird. Parce que, en vrai, les tortues dès le numéro 1, c'était cool, tu vois. Que là, pour le coup, vraiment, c'est tellement merdique. Mais je te dis, on dirait, tu sais, c'est comme l'époque où il y a eu plein de spoofs des Tortues Ninja en dessin animé avec les Street Sharks, tu sais, qui étaient des requins gang et tout, ultra musclés de la rue. Et ces kangourous qui faisaient du basket, là. Ouais, ça c'était. Tu te rappelles de ça? Pas terrible. C'était quoi, sur Canal J? Il y avait des bails en plus avec des trucs un peu zoophiles parce qu'ils draguaient des meufs et tout. Enfin, il y a des meufs qui les trouvaient sexy, etc. Alors que c'était des kangourous quand même. Ouais. Mais qui faisaient du basket et je sais pas, peut-être. Ils avaient pas fait un partenariat avec Peach, vraiment, avec les brioches Peach, non? Il y avait pas un délire comme ça? T'es sûr que tu confonds pas avec le fait qu'il y avait une mascotte kangourou chez Peach? Ah, mais il y a une mascotte. Oh, oui, bah, c'est peut-être pour ça, alors, du coup, effectivement. Ton cerveau a mélangé. Ouais, t'as raison. Mon cerveau reptilien. Et puis non, après, t'avais quand même les Bikers Mice from Mars, qui là, pour le coup, étaient quand même assez top. C'était les souris, mon gars, Biker. Ah, je me rappelle. Ça, esthétiquement, c'était incroyable. Mais bref, non, du coup, ça va pas être ouf. Et non, ça a l'air chelou, quoi. Je sais pas ce que Jim Starlin Big up à Jim Starlin qui a pris un petit chèque pour pas non, ça se trouve, ça sera vachement bien, tu vois. En plus, il dessine, du coup. Ouais, bah oui. Ça fait longtemps qu'il dessine plus. Mais si, Jim Starlin. Enfin, au niveau du dessin, ça fait un moment, j'ai l'impression, non? Je sais pas, sur les derniers trucs Thanos et tout ça, il dessinait pas? Non, c'était avec Ron Lim, du coup, je crois. Ouais, c'était Ron Lim. Bah ouais, je sais pas, écoute. Bon, écoute. Écoute, faut profiter de la vie tant que tu peux. Mais attends, moi, si j'étais un DJ qui s'appelle Vegas, j'étais pété de thunes et j'avais pas de producteur. Mais j'aurais tellement envie de faire ça, mon gars. Oui, toi, c'est quoi ton fantasme ultime, Arnaud? Je peux pas le dire dans le podcast. D'accord, ok. Non, clairement pas. Ça m'aurait étonné. Là, on peut vraiment pas aborder ce genre de sujet sur ces ondes-là. Sinon, faut tu sais que je mette le parental advisory, machin. Ouais. Les gens ne sont pas dupes, pardon. Je les laisse. N'hésitez pas à répondre dans les commentaires et laissez imaginer c'est quoi mon fantasme du coup ultime. Allez, Corentin, avant que ce podcast ne soit condamné par les hautes instances morales, parlons du retour de Witches 2 de Scott Snyder et Jock qui devrait vraiment pour de vrai cette fois, mais si on vous jure ça va le faire, attendez, non, c'est pas des conneries, ça va le faire pour Halloween 2022. Et tu sais pourquoi? Non. Parce qu'il y a des ronds d'Hollywood qui sont venus motiver Monsieur Scott Snyder. Sinon il aurait probablement jamais fait la suite. Mais parce que c'est voilà. Donc parce que l'adaptation avance, alors du coup ça motive à faire le deuxième volume. Complètement. Après Snyder c'est un mec qui a toujours bien aimé créer des trucs originaux et tout. Mais quand tu vois le traitement qu'il a appliqué à American Vampire en termes de suivi par rapport au traitement de Witches, qui à l'époque devait être adapté d'ailleurs par Plan B, la boîte de Brad Pitt, je crois, si je dis pas de bêtises, dès 2014, parce que ça commence à faire longtemps maintenant. Et il avait dit oui, on fera une suite et tout. Après, t'avais eu Bad Egg. Oui. D'ailleurs, tous les Witches sortent à Halloween, c'est toujours assez marrant de se dire ça. En même temps, c'est un truc d'horreur. Donc Mais tu vois, c'est là aussi que tu vois le côté un peu producteur du bon Scott. Yes, donc oui, voilà, Witches, c'est donc un univers d'horreur rural, Arnaud, de la folk horror. Folk horror, comme automnal. Fall. Avec une sorcière d'ailleurs, enfin des sorcières un peu comme comme dans d'autres BD. Mais avec une approche très très mythe païen en fait. Ouais. En fait, Snyder racontait quand il était gamin en Pennsylvanie, il allait se balader avec son rêve dans la forêt qui bordait leur village. Et effectivement, ça lui faisait peur. Et souvent, il se trimballait avec des polaroïdes et il prenait en photo des arbres qui avaient des formes un peu bizarres. Parce que là, on est sur un truc en gros, de fusion entre. C'est un peu comme dans Stranger Things, tu vois, le côté on prend un humain, on le fout dans un arbre. Ou comme dans Sabrina aussi. Oui. Et c'est toujours assez. Moi, c'est un truc qui vraiment me terrifie. D'être fusionné dans un arbre? Ouais. Tu peux pas bouger, et puis en plus, t'as la gueule qui se dessine. C'est le moment où je t'avoue que moi, c'est mon plus gros fantasme. Du coup. Ah ouais? Ah, c'est donc ça le truc de ta série que tu fais. Avec des branches et tout. Là. Tu vas te calmer maintenant. Tu vas te calmer tout de suite. Reste bien. Donc ouais, une bonne série qui avait en plus une colo de Hollingsworth qui essayait de reproduire ce côté Polaroid avec des éclats un peu, parce que la photo Polaroid qui fait sur une couche de texture qui est particulièrement qui vieillit très mal et en plus qui capte une lumière très particulière, en fait souvent fait des éclats et des lens flares qui n'existent pas. Donc ça rendait justement très bien en BD sur le dessin de Jock, qui est un dessin en plus qui était pour le coup assez structuré pas par d'habitude, mais qui avait quand même ces monstres affreux, donc les witches, qui sont pas vraiment des sorcières, c'est vraiment plus des esprits de la forêt qui vont chercher les gamins. Donc c'est crado, et c'est bien, et c'est beau, et c'est drôle.
Non, c'est pas drôle. Non, c'est pas drôle du Tu tout. vois, tu m'écoutais pas. Mais et ça faisait bien flipper, je trouve. C'est un de mes titres préférés de Scott Snyder, parce que Jog, parce que la partie graphique. Donc voilà, ça faisait quand même très longtemps. Et effectivement, s'il en parle là, c'est parce que la série télé, qui est en gestation depuis un assez long moment maintenant, a commencé sa production, sa pré-production, puisque Snyder a écrit le pilote. Il a écrit 2 épisodes. Jog a été embauché pour faire la bible graphique et les designs des personnages et les concept art. Donc ils sont impliqués tous les deux. Ah bah ça se réveille enfin, c'est pas trop tôt. Ouais. On ne sait pas. C'est pas trop tôt, hein, je te le dis, franchement. Franchement. Mais du coup, voilà, donc ça va se faire. Il a juste dit, il sait pas quand il pourra annoncer parce qu'il n'y a pas eu de communiqué de presse officiel. Ouais. Je me demande si c'est pas HBO Max. Je préférerais que ce soit HBO Max, parce que si c'est Netflix plus horreur plus comics, égal. Mais donc, alors que Netflix et horreur, ça fait des bons trucs aussi, hein, quand tu vois One Thing. Mais horreur et comics, ça fait October Faction et Umbrella Academy. Pardon, plus je raconte l'autre truc. Lock and Key. Lock and Key, ouais. Voilà. Non, mais Lock and Key, c'est parce qu'il y a des billes avec. Ouais, je sais pas. Enfin bref. Je suis chaud. Je suis chaud. Content, vivement Halloween 2022. Paré à flipper avec Halloween. Et du coup, on continue avec un autre retour du retour. Jeff Lemire qui retrouve encore une fois Dustin Nguyen pour la série Little Monsters. Oui. Et ma foi, on va pas s'en plaindre. On va s'en plaindre. Après, on peut peut-être commencer à se plaindre de la production incroyable de Jeff Lemire qui est partout. Je crois qu'on parle de Jeff Lemire à chaque podcast. C'est-à-dire que tous les 10 jours. Chaque fois, c'est une annonce. C'est ça, c'est-à-dire que tous les 10 jours, il y a une annonce d'un nouveau Jeff Lemire. Bah ouais, là, t'avais sur Substack le machin Flyfish, là, un truc comme ça. T'as eu Facebook qui est sorti entre temps, t'as son projet avec Andrea Sorrentino, t'as ses projets chez Bonheur Card, Mythos. Voilà, t'as ces nouveaux trucs Black Label. Les nouvelles séries Black Hammer régulièrement, des trucs chez DC Comics avec Green Hill, oui, Black Label aussi. Et bon, Primordial qui, pareil, est annoncé, sorti très peu de temps après. Donc il est partout et nulle part à la fois. Non, il est juste partout là. Non, je sais, c'était une belle formule, mais qui n'avait pas grand sens dans le sens. C'est pour dire que c'était un peu un dieu de l'écriture. Il est partout et nulle part à la fois, c'est une référence biblique. Coco. Alors, le catéchix. Moi, je suis athée, moi. Mais je sais, moi aussi. Donc, simplement pour dire, grosso modo, que Jeff Lemire, effectivement, va enfin revenir encore une fois à l'enfance. Un truc qu'il a quitté il y a environ 0 titre pour parler d'une bande de gamins vampires qui ont été transformés il y a très longtemps. Et un petit peu, voilà, à la Lord of the Flies, à la Les Garçons Sauvages, à la ce que tu veux. Un groupe de gamins qui, piégés dans cette espèce d'enfance permanente, dans cette espèce de candeur permanente, commence un peu à trouver le temps long, puisque l'humanité a disparu, probablement. Ils ont sûrement voté à droite. Voilà, c'est ça. Probablement, ils ont voté Zemmour, probablement, et il fallait le faire à ce moment-là pour sauver la France. Mais bref, tout simplement, excuse-moi, je suis désolé. Donc, Arnaud, aide-moi, arrête ton téléphone. Reste avec moi, j'ai besoin que tu me... Si tu m'écoutes pas, je me perds dans mes pensées, en fait. Oui, vas-y. Donc, voilà, c'est un peu comme Peter Pan. Tu vois, c'est un peu les garçons perdus. Tu vois, ils peuvent pas grandir et tout, et donc c'est chaud, mon pote. Et voilà. Très bien. C'était le pire descriptif de... Non mais voilà, donc des enfants vampires immortels qui vivent en communauté. Il va se passer un truc qui va un peu dissoudre leur groupe. L'humanité a disparu. Et c'est la réflexion de Jeff Lemire sur que serait une enfance perpétuelle, une enfance permanente, une enfance immortelle pour l'éternité. Lui qui a travaillé beaucoup sur ce thème-là, à la fois avec Descender, à la fois avec tous ses travaux en vérité, Sweet Tooth qui était aussi un truc sur l'enfance, Maze Book récemment avec le père et le fils, Lost Dog aussi, enfin tous ces travaux parlent de ça. Donc là, entre guillemets, il boucle la boucle en allant vraiment sur un truc qui serait, entre guillemets, son point de vue définitif sur l'enfance et les groupes de jeunes. Donc, pourquoi pas. Dans ce qu'on voit, c'est beaucoup de noir et blanc, à moins que ça évolue ensuite. Donc, on perd un peu le côté pastel de Nguyen sur Descender et Ascender, où il y a vraiment ce trait extrêmement bien colorisé, extrêmement léger, extrêmement beau, extrêmement doux. Là, a priori, ça a l'air quand même plus morbide, mais c'est pas de l'horreur. Il dit, c'est pas de l'horreur. Donc on a quand même hâte parce que c'est un duo qui nous a deux très bonnes séries. Que des bonnes choses en fait. Donc voilà. Même si pour le coup on peut quand même commencer à trouver que Jeff Lemire et son obsession pour les gamins et pour les parents, ça devient un peu répétitif. Ouais, je t'avoue que moi je m'en lasse pas trop non plus, hein, franchement. Moi je commence un peu. Moi j'aime bien. Mon Facebook, là, c'est le moment où je commence un peu à me dire, j'ai déjà lu ça en fait. Tu vois. Oui, mais t'es pas obligé de le lire, au pire, personne te force. Je compte pas continuer du coup. Oui, super, bravo le soutien. Et tu vois, voilà. Et Jeff, alors. De le lire. Connard. Ouais, on va se calmer très vite, monsieur. Allez, on termine la partie comics là quasiment avec Zest World, une nouvelle plateforme de publication de comics en creator own qui va marcher directement sur les plates-bandes de Substack. C'est-à-dire que Substack, donc on en a déjà parlé quelques fois,
cette plateforme de newsletter qui fonctionne sur abonnement, payant ou pas, et qui a recruté pas mal d'acteurs du comics. Alors, quand je dis acteurs du comics, c'est pas des acteurs qui jouent des trucs, ce sont des... Robert Downey Jr. Ouais, c'est ça. Non, acteur du comics. Ce qui est vachement bien, c'est que vu que t'avais pas le micro proche, ça fait vraiment la voix dans le fond. Ça fait vraiment genre, c'est comme si je parlais à un public avec une grosse merde comme ça qui essaie de faire une blague drôle. Marrant. Et tu vois, c'est ça. Ça marche super bien. On va mourir là. Allez, c'est n'importe quoi ce podcast. Désolé. Allez, concentre-toi. Alors. Non, j'ai plus envie là. Une plateforme de comics à la Substack. Voilà. Pour crotonner de l'argent. Avec différents acteurs. Bah non, mais parce que du coup, donc Substack avait effectivement mis le paquet de thunes pour demander, voilà, justement, à des Jeff Lemire, à des Jonathan Hickman, à des Donny Cates et tout, de venir créer des comics des comics chez eux. Et techniquement, Zestworld, alors c'est aussi une plateforme qui est menée par un type qui vient de la tech, voilà, un monsieur qui s'appelle Chris Giliberti, qui bossait. Arrête de te moquer des noms de famille quand ils sont pas drôles, putain. C'est quoi? Non, mais c'est quoi Giliberti? Mais c'est quoi? Giliberti, c'est quoi? C'est comment tu le prononces, ça me fait rigoler. Mais après, je peux le faire. C'est Chris Giliberti, maquet, tu vois, il vient de. Ah, le maquet. Du département. Le maquet. Et ça revient en galop. Il devient du département film et TV, Spotify. Et après, il était... Ah, bon, ça va, Spotify, tranquille. Ouais, mais après, avant, il était chez Gimlet Media, qui a notamment. C'est quoi ça? Peut-être que c'est la version féminine de Gimli. Oh non, putain, je le savais. Voilà, bah oui. Je le savais, mon Dieu. Non, mais qui ont fait notamment une série qui s'appelle Homecoming chez Prime Video, qui a rien à voir avec Spider-Man Homecoming. Enfin bref, voilà, un mec de la tech qui s'est dit c'est quoi le problème dans le comics? Pas le problème, c'est les modèles de consommation, c'est la place des créateurs et tout ça. Donc, je vais faire aussi blablabla une plateforme. Je vais révolutionner la bande dessinée. Non, donc voilà, il crée une plateforme Zestworld avec le co-créateur de Reddit d'ailleurs qui est aussi embarqué dans le truc, avec une nuance quand même assez particulière là-dessus. Donc enfin, il y a quand même le délire, c'est aussi du comics par newsletter, donc qui arrive directement dans ta boîte mail après souscription. On n'a pas le détail des prix pour l'instant qui a été donné. C'est vraiment un plagiat de Substack en fait. Non, mais attends. Créateurs owned à 100%, donc s'il y a des adaptations, les créateurs gardent 100% des droits et tout ça, ils font ce qu'ils veulent. Et aussi que les créateurs qui arrivent dans cette boîte sont tous actionnaires aussi. Donc ils ont un intéressement en fait encore plus à ce que leurs comics se vendent. Donc j'imagine qu'ils vont être encore plus impliqués dans tout ce qui est effort promotionnel, communication et tout ça. Et alors qui est-ce qu'on a? Eh bien on a Alex Segura, donc qui est un éditeur et un auteur, donc qui a fait pas mal de romans, des romans Star Wars notamment, qui a été aussi éditeur ou marketing chez Archie Comics et DC Comics. Donc un monsieur qui a fait pas mal de choses chez Comixology également. Il y a Michael Morrissey, qui a fait Barbaric notamment chez votre comics. Il y a Dean Kotz, donc un dessinateur qui a fait Butchers of Paris chez Dark Horse ou Black Hammer Visions 1, qui est un bon dessinateur qui est plutôt sympa. Et à Jason Wardy, donc qui a fait les couleurs d'Autona. Donc là, ces quatre-là, ils s'associent pour faire le premier titre qui s'appelle The Awakened, donc dont le visuel a été dévoilé, qui fait très juste, c'est un Black Hammer-like, enfin un truc de super-héros. Mais en creator own, donc à voir, pas sûr que ce soit forcément le plus intéressant. Par contre, il y a Amanda Conner et Jimmy Palmiotti qui eux sont très investis dans le creator own depuis des années, qui font beaucoup de trucs, surtout en Kickstarter, qui du coup se lancent dans cette aventure pour faire un truc qui s'appelle Booty Pow Pow, donc qui est l'histoire d'une meuf immortelle des temps anciens qui se réveille à notre époque moderne. Et vu le titre, je pense que ce sera un peu coquin, clairement. Je la prends à twerker. Vu qu'il y a Booty dedans, j'imagine que ce sera un petit peu coquin. Et puis sinon, on a Eric Canette et Peter J. Tomasiossi qui ont été annoncés, donc c'est pas non plus, voilà, ça reste des noms plutôt sympathiques. Phil Jimenez aussi qui a dit qui relance en plus Otherworld, un truc qu'il avait fait chez Vertigo à l'époque, et donc a priori il a pu le récupérer, donc il va le relancer là-bas. Donc je sais pas, c'est quand même plutôt intéressant de voir en tout cas que le truc Substack permet de dynamiser toujours en fait le monde du comics indé, de voir ces initiatives se faire. Reste toujours la question de la souscription et de savoir vraiment est-ce que c'est réellement viable sur du plus ou moins long terme, parce que les gens peuvent pas mettre le prix d'un comics juste pour avoir des planches par mois sans avoir en plus un truc physique et tout ça. Donc ça me paraît toujours un petit peu compliqué, surtout au prix quasiment d'un abonnement à Disney+, en fait, même si c'est un peu augmenté maintenant, tu vois, mais c'est un peu ce genre de choses là. Donc à voir, mais moi après, contrairement à Disney+, tu peux avoir des trucs bien du coup. Allez. Tu savais très bien que j'allais. Mais je sais pas, il y a Dopesick, apparemment c'est vachement bien. Tu savais que j'allais la faire. Non. Alors c'est vrai. Dopesick, le film de Kumail Non, Dopesick avec la série Disney+, avec Michael Keaton dedans là, qui a l'air bien, apparemment, qui parle de drogue et tout ça. Oui, il paraît que c'est bien, effectivement. Ouais, bah voilà. C'est Hulu ça, non?
Non, c'est. Bah oui, mais Hulu maintenant c'est Disney+. Ouais, mais du quoi. coup, c'est pas Disney. Enfin, Oui, mais Bah. mais non, mais les programmes Ça. stars, Ouais, ça n'a rien à voir. Hulu appartient à Disney maintenant. Donc ouais, je sais, ça Hulu m'énerve. n'est qu'une version déguisée de Disney+. Ouais, la FX aussi, extraordinaire chaîne qui maintenant appartient à Disney. Bref, peu importe. Donc, tout appartient à Disney. Voilà. Même nous. Oui. Bientôt. Regarde, j'ai une souris, j'ai un Mickey tatoué sur J'ai une souris. les fesses. Donc, c'est cool, quelque part, pour les artistes. Ce côté. J'adore quand J'essaie péniblement ouais, de- quand Ce t'essayes. côté être actionnaire d'une nouvelle entreprise. Ça fait un peu penser à Image Comics au début. Mais, calme-toi, mec, respire. Arnaud, mais regarde-toi, c'est pas possible. Donc, mais qui, en même temps, va s'abonner pour... c'est encore un autre truc Non, d'abonnement. mais il y en a trop, il y en a trop. Il y a trop de trucs d'abonnement. En fait, il y a un truc qu'il faudrait. À terme, en fait, moi, j'ai vraiment l'impression qu'à terme, de toute façon. Ça a réussi à te calmer direct, c'est incroyable. Non, mais je pense que vraiment, il faut en fait qu'ils mutualisent. Tu fais une souscription commune pour avoir accès à tous les trucs. Parce que sinon, je vois pas. Tu vois, Ouais, justement, c'est un peu ça, C'est mais. quand même dingue qu'on ait réussi à faire Mais ça après, dans le la truc, c'est musique. que Spotify, tu sais très bien que les artistes sont lésés parce qu'ils gagnent du coup 1 centime tous les 10 000 écoutes, tu vois. Donc c'est un peu. C'est pas non plus très juste. Le système de partage des capitaux est nul. Mais l'idée est Alors, très c'est que là, bonne. si c'est partagé avec les actionnaires qui sont les créateurs, ça paraît plus juste déjà. Ouais, mais quand même, tu vois, je veux dire, pourquoi est-ce qu'on peut pas avoir juste une plateforme où tout le monde est Ah bah non, accessible enfin... il faut là t'es pour le monopole du coup, tu vois, et on sait que les Non, mais monopoles ça c'est gêne, pas bien. ça gêne pas la musique, c'est le talent de l'artiste qui fait la différence, tu vois, c'est pas le nom de la compagnie, tu t'en fous que ce soit du Universal Music ou du Polydor ou quoi quand tu écoutes un album sur Spotify, pardon. Non, mais ou alors à la limite tu mets des sous-abonnements dans ton abonnement mensuel, tu vois, des options éventuelles. Mais en l'occurrence, non, je sais pas, j'ai un peu l'impression que il y a trop en fait déjà d'éditeurs indés sur le marché. Il y a qu'à voir ce qui est arrivé à Humanoids, hein. Même quelque part Ahoy, qui a une C'est vrai production très qu'à restreinte. Ahoy, hein. on en entend beaucoup moins parler. Bah quoi. ouais, alors que le projet était intéressant, de base le plus produit du magazine et tout. TKO, bon bah voilà, TKO ça va, ils vivent encore parce qu'en plus là ils ont négocié un bon deal pour la série télé, etc. Mais tu peux même te demander s'il y aura vraiment une pérennité dans le temps de la partie éditoriale pour le moment, tant qu'ils n'auront pas réussi à transformer ça en vrai argent. Mais moi, déjà, là, il y avait la boîte de Brett Booth, d'ailleurs, qui se montait récemment avec que des séries version années 90 et tout, avec Tel Ouais, mais et alors tout. ça, ouais. Mais tu vois, ça arrive en plus, et ça va capter l'attention d'une partie du public, les Substacks qui sont déjà très nombreux et qui tous coûtent relativement cher. Rajouter ça là-dessus, en plus avec des artistes qui vont être du coup en concurrence avec des plus gros noms, que sont Snyder, que sont Hickman, Snyder aussi, ouais. Que sont Hickman, que sont tous ces mecs-là. L'idée est bonne, hein, je trouve, mais je me demande si on n'est pas en train de trop tirer sur le marché, tu vois. À mon avis, il y a peut-être plus un intérêt à aller tous sur Webtoon et à essayer de créer de créer un lieu commun à tout le monde plutôt que de multiplier les boîtes postales et qu'en fait les gens savent pas où ils vont aller. Parce que tu sais, regarde, tiens, mais rappelle-toi, l'imprint de comics de Metal Hurlant, de Heavy Metal. Ouais. Ça s'appelle la Poison, je crois, un truc comme ça. Ouais, Poison, ouais, machin. Qu'est-ce que ça a donné tu vois, Bah après, peut-être que ça a plus. C'est moins perceptible chez nous parce que c'est pas arrivé en France. Donc, forcément, c'est plus difficile de suivre que quand le succès de ces. Oui. C'est comme, tu sais, c'est comme dans l'actualité des décides américains, on le voit pas popper non plus. Quoi. Ouais, c'est ça, mais c'est comme Lion Forge, tu vois, Lion Forge au final, qui avait recruté Guy Simon en consultante et tout ça, en tête dirigeante, Voilà. on sait pas trop ce que ça. Ça a été fusionné, racheté, en fait, ça a cessé parce que ça a été repris par Oni Press. Donc maintenant, c'est fusionné, mais leur publication, tu sais plus trop comment ça vivotait, tout ça. Donc c'est vrai que nous, enfin, c'est un des écueils un petit peu de la façon, c'est que forcément, les annonces sont beaucoup plus, sont mises en avant beaucoup plus que les arrêts de certaines choses, tu vois. Il y a plein de choses qui, je veux dire, l'arrêt de Black Crown de Shelley Brown, au final ça n'a pas été plus médiatisé que ça, tu vois. C'est juste qu'à un moment ça arrête de fonctionner, puis voilà. Bah oui, mais en plus on laisse souvent ces boîtes la crever doucement parce qu'il faut éliminer les employés un par un avant de pouvoir vraiment tuer le truc, et puis tu gardes la structure pour des questions fiscales. Enfin, tu sais, c'est comme Mirage qui est mort récemment, hein, alors que il y avait plus personne à l'intérieur, tu vois. C'était un bureau vide, quoi. Mais surtout, c'est tous ces mecs-là qui arrivent avec de nouvelles idées pour révolutionner le marché. On a une super nouvelle stratégie. On va faire du comics de magazine avec des bonus en plus que personne ne lit. On va faire du TKO, on va niquer le trade writing et tout. Et ils ont tous un petit gimmick, etc. Mais en définitive, les gens, ils continuent à revenir pour la BD elle-même, pas forcément pour ces idéaux-là. Et honnêtement, moi, je pense que déjà Substack, j'ai des doutes sur la pérennité dans le temps, en fait, parce que c'est trop d'abonnements et c'est trop de...
Et c'est déjà un public qui est vachement tiré en termes économiques. Je veux dire, les fans de comics, ils achètent des comics mainstream, des comics indés, des albums, ils financent des crowdfunding, ils financent des Patreon. Et déjà, t'as trop de trucs. Tu peux pas investir 1 000 € par mois dans les comics à la fin, tu vois. Non, effectivement. Donc, moi, je me pose la question, est-ce que vraiment c'était la chose à faire? Est-ce qu'il fallait pas attendre de voir si l'expérience Substack allait marcher déjà? Mais bon, ça peut être un coup d'épée dans l'eau sympathique qui donnera quelques bons titres, ou alors une grande réussite, auquel cas je serais ravi. Mais je sais pas. À mon avis, l'avenir du comics en numérique, en plus précisément, il est pas là. Très bien. Et on termine cette partie comics avec donc Dark Horse qui pourrait être racheté du coup par un gros conglomérat avide de sous-sous. Ouais, alors attention, parce que là on dit pourrait être acheté comme s'il y avait déjà eu des négociations en ce sens. A priori, c'est pas le cas. À moins qu'ils aient déjà reçu C'est juste une qu'ils offre. considèrent l'option. Voilà, c'est Bloomberg qui explique que, dans un long article qui explique un petit peu comment marche maintenant la production culturelle pour les plateformes de SVOD, où en fait chaque groupe essaye d'avoir ses propres petites usines en interne, en fait. Voilà, donc on est revenu à l'époque de la concentration du capital, comme dans les années 70-80. Alors qu'on a eu une longue période où justement c'était plutôt les boîtes indé qui créaient une idée, qui montaient un scénario, qui rachetaient des scénarios et qui ensuite allaient voir les grands studios en mode genre est-ce que vous voulez le distribuer, est-ce que vous voulez le produire. Là on revient plus à un côté, bah voilà, comme Disney, hein, chaque boîte aura ses petits satellites en interne et fera tout produire en interne et il y aura de moins en moins de rachats de produits extérieurs, etc. Donc ce qui est super inquiétant et super dangereux pour la créativité, la variété de l'offre en général. Et dans cette optique-là, a priori, Dark Horse considérerait la possibilité de devenir un satellite pour un autre groupe. Alors, il n'est pas précisé qui, mais ils ont rencontré une boîte de consultants qui leur soumet des idées, des formats de comment ils pourraient faire ça. Donc Dark Horse, pour rappel, c'est une boîte qui a 35 ans cette année, qui est apparue à l'époque où en fait est apparu le direct market, qui est donc une façon de concevoir différemment la vente de comics en passant plus que par les kiosques et quelques points de vente comme des librairies qui avaient des rayons de presse ou quoi, mais à créer en fait les comic shops pour centraliser justement la vente de BD en album avec la révolution Métal Hurlant, avec la révolution Ronin, Dark Knight Returns, Watchmen et tout ça. Et eux à l'époque ils faisaient du petit roman graphique en noir et blanc. Très vite ils ont été beaucoup plus loin, enfin de roman graphique, non, de la BD en noir et blanc en général. Ils ont été beaucoup plus loin parce qu'à l'époque DC Comics avait imposé de nouvelles normes qui ont fait qu'il y a des mecs comme Frank Miller qui ont quitté DC pour aller vers Dark Horse pour commencer à créer des trucs originaux comme Sin City, comme 300, Hardboiled, Big Guy and Rusty, les Tales to Offend et compagnie. John Byrne aussi qui a créé les Next Men là-bas. Et un certain mec Mignola qui avait fait du cosmique aussi avec Jim Starlin, la Cosmic Odyssey et un peu de super-héros, qui s'était posé la question, est-ce que je continue de faire le super-héros ou est-ce que je vais créer un personnage à moi qui se trouvera être Hellboy, ce qui va ramener beaucoup d'argent à Mike Richardson parce que c'est de la créa originale en l'occurrence, et créer le Hellboyverse qui est l'un des rares personnages à être apparu dans les années 90 et à pas être totalement ridicule. Encore que j'exagère, il y a plein de personnages cultes à cette époque-là, mais c'est pas un super-héros, ce qui est en l'occurrence plus rare. Je crois que c'était 1 million d'exemplaires le premier Hellboy quand il est sorti, il me semble, de mémoire. Donc voilà, et puis tous les comics à licence dont on parlait, donc Star Wars, Conan, Alien, Predator, tout ça. On sait que depuis que Disney a acheté la Fox, ils ont perdu ces produits-là. Depuis que Disney a acheté Lucasfilm, ils ont perdu les comics Star Wars, qui était un truc qui se vendait très très bien, hein, les comics Star Wars. C'est une vraie mythologie, c'est un truc qui passionne les gens. C'est édité par Delcourt en France, qui était un peu le relais de Dark Horse sur plein de produits, notamment les produits Hellboy. Et voilà, donc actuellement, ça tire un peu la gueule, ce qui veut pas dire que la qualité a disparu, parce que justement, au contraire, Dark Horse fait plein de produits de qualité, dont la série des Black Hammer de Jeff Lemire, dont les Burger Books, qui sont d'énormes succès critiques, qui remportent des prix en France comme aux États-Unis. Donc voilà, ce serait vraiment dommage que cette boîte, qui est super importante, parce que c'est l'une des premières grandes boîtes de l'indépendant, et qui à une époque cumulait 5% de part de marché, alors ça paraît ridicule, hein, mais on est sur un marché où 80% des ventes se font sur DC Comics et Marvel, voire 85 parfois, voire même 90 parfois. Donc là, 5% des ventes, c'était à l'époque le plus gros éditeur indé, avant le second souffle d'Image Comics, enclenché par Walking Dead puis Saga. Donc voilà, on tient à Dark Horse, on tient à leur indépendance, on tient à leur autonomie. S'ils sont rachetés par Disney, je crois pas qu'ils sont rachetés par Disney, parce que l'idée Dark Horse, c'est aussi beaucoup d'horreur, c'est aussi beaucoup d'univers qui sont adultes. Les Burger Books, tu peux pas les faire chez Disney, c'est impossible.
Voilà, peut-être à la limite. Mais j'espère vraiment juste que ça reste. Universal, je pense pas non plus sera intéressé. J'espère juste que ça reste une option et qu'en fait c'est une option qui sera jamais explorée. Et puis voilà. Après, ce qu'il faut dire, c'est qu'ils sont déjà en contact avec Netflix parce qu'ils ont un partenariat de first look entre guillemets. Mais oui, mais qui produisent des séries Netflix pour à la limite faire de la thune et puis ça s'arrête là. Ils font de la thune. En plus, Shikutula va être adapté. Il y a un autre titre, Burger Boost, qui devait être adapté aussi. Mais enfin voilà, ils ont encore des produits. Le film Hellboy, ils ont forcément reçu un chèque pour ça. Bon, c'était de la merde, mais voilà. Il y a toujours le jeu de rôle Hellboy, jeu de rôle papier aussi, Hellboy. Enfin, Hellboy, c'est un produit qui marche, qui vend des figurines, etc. Mais je pense que le trou béant dans la comptabilité qui a été laissé par le départ de Star Wars, puis de Alien, puis de Predator, ils ont arrivé. Mais après, est-ce que c'est vraiment une question de on gagne moins qu'avant ou est-ce qu'on perd de l'argent? Parce que si c'est juste gagner moins qu'avant, bon, au pire, la décroissance, c'est bien aussi. Hein. Bah ouais, mais peut-être qu'ils comprennent que Marvel est vraiment en train de devenir trop gros et qu'ils n'arriveront pas à survivre s'ils n'ont pas le soutien d'un groupe derrière. Et quelque part, c'est logique. Je veux dire, pourquoi la Fox s'est vendue à Disney? Ils n'avaient aucun intérêt à faire ça. D'ailleurs, on voit bien que ça leur a pas forcément. Les employés ont été sabrés, les projets ont été sabrés, etc. C'était une décision d'actionnaire, en fait. C'est les actionnaires qui ont dit ça nous rapportera beaucoup d'argent puisque Disney veut grossir. On va leur vendre notre truc et on va garder beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent en actions. Peut-être que c'est ça aussi. Peut-être que les propriétaires de Dark Horse, ils se disent s'il y a des gens qui sont prêts à acheter, vendons. Pas de raison de se faire chier, tu vois. Alors, je sais pas trop comment ça marche, malheureusement, mais ça me ferait un peu mal au cul que ça finisse justement chez une boîte qui ferait ce que DMG a fait à Valiant ou tous ces machins-là, tu vois. En fait, eux, ils considèrent grosso modo que le comic, c'est juste un plus produit et que le vrai argent, il est dans le cinéma et dans la série télé. Or, malheureusement, c'est faux. Si tu fais que des comics pour faire du cinéma ou de la série télé, tu fais généralement pas que des bons comics. Non. Donc, on demandait à Marc Millar. Donc, voilà, à voir. Le petit scud placé à la fin, qu'on connaît bien, chez Corentin, très bien. Est-ce que j'ai tort? Bah non, du coup, parce qu'on parle de Dark Horse, effectivement, que ça ne marche pas. Allez, Disney achète Dark Horse et du coup. Non, vas-y, mais ferme-le un petit peu là. C'est pas vrai, quel enfer, putain. Avec un vieux Hellboy X Marvel là qui ira dans les casinos de Vegas aussi, mais niquez-vous quoi, putain. Non, mais jamais. Avec la quoi. Serpentoire, avec Hellboy non, mais et Moon Knight et Conan. Là, s'il vous plaît. Allez, Corentin, on passe à la partie sur les écrans avec deux petites parties consacrées à la télévision et au cinéma. Du côté de la télé, la série Dead Boy Detectives pour HBO Max recrute ses interprètes et du coup s'éloigne vraiment de la Doom Patrol qui avait déjà recruté des Dead Boy Detectives. Ouais, même si ça restera a priori dans le même canon, puisqu'il y a un personnage en commun et qui est déjà apparu dans la série Doom Patrol. Ouais, après ça fait comme la Doom Patrol dans Titans qui finalement devient sa propre série dans son propre univers. C'est un peu ça, c'est que souvent, comment dirais-je, Berlanti peut parfois être un peu tangent avec ces questions d'univers partagé. Bon, en l'occurrence, on s'en fout. Moi, ce que je veux, c'est juste une bonne série et peu importe le lien avec Doom Patrol, du moment qu'ils sont aussi inspirés que quand ils ont fait Doom Patrol, ça me va. Donc, en l'occurrence, ce sera Jaden Reverie de The Lodge qui récupère donc le rôle de Edwin Payne après Ty Tennant, donc le fils de David Tennant, et George Rextrow qui est un nouveau. C'est un mec qui a jamais travaillé avant, qui vient tout juste d'être diplômé de l'école d'art dramatique de Londres, qui récupère Charles Roland. Et alors il rajoute une nana du haut parce que probablement que voilà, c'est mieux de faire ça, j'imagine. Qui sera un personnage qui est apparu dans le dernier volume en date de Buckingham, qui s'appelle comment elle s'appelle? Crystal Palace, exactement, et qui sera donc joué par Cassius Nelson. C'est comme Caravan Palace, mais non, parce que c'est du cristal et c'est pas une caravane. Une caravane cristal, ça n'existe pas. C'est n'importe quoi. C'est un groupe de musique. Bah oui, à moins que tu parles c'est du jazz manouche. Mais je sais ce que c'est que Caravan Palace. Ah bah je sais pas, moi je te savais pas cultiver. Hein. Tu peux pas chanter Caravan Palace. Non. Mais... donc ouais. Et chouette. Et il y a ensuite, voilà, donc il y a tout le casting qui a été annoncé. Il y aura Brianna Kyoko qui jouait Batgirl dans la série animée Harley Quinn. Ouais. Voilà, donc chouette pour elle, tant mieux, j'aime bien sa voix. Je sais pas ce qu'elle voit en tant qu'actrice, mais voilà. Et donc le personnage de la Night Nurse qui était effectivement apparu dans la série Doom Patrol, qui sera joué par la même actrice. Donc pour rappel, Dead Boy Detective, c'est une parodie morbide de Neil Gaiman sur le genre en fait de l'adolescent détective à la détective Conan, à la Enola Holmes de Netflix, tu vois. Donc, en plus, c'est vraiment cette période-là. Hein. Donc c'est à l'époque en fait des pensionnats pour garçons de nobles familles ou de riches familles anglaises qui mènent des enquêtes dans des grands manoirs très beaux et tout. Sauf que là, en l'occurrence, ils sont morts tous les deux, puisqu'ils ont été tués dans lors de 2 bizutages. Et ils sont encore sur Terre, parce qu'ils échappent à Death, Kate Dennings, la déesse de la mort, enfin l'incarnation physique de la mort,
dans l'univers de Sandman. C'est pas une déesse, hein. C'est pas une déesse, c'est une incarnation Les abstraite. Endless, c'est pas des dieux, c'est Non, techniquement ça- c'est différent. Ok, Corentin. Ok, connard, t'as pas lu les comics. En plus, moi, je les ai lus. Mais donc, ouais, c'est cool parce que c'est 3 très bons volumes. Quand même, Brubaker, Talbot pour le premier, Jill Thompson pour le deuxième, et Buckingham et un autre mec, parce que j'ai pas du tout toute la liste en tête en fait, un autre mec bien pour le troisième. Donc de belles choses, de bonnes choses. Le volume avec Crystal Palace, il était intéressant parce que en fait, c'est une nana qui échappe à la mort et en fait, du coup, les deux garçons pensent que la mort va revenir pour la chercher, donc ils la protègent. Un peu la destination finale, mais en bien. Ouais. Du coup, C'est bien la destination finale. et du coup, c'est scud sur scud aujourd'hui. Hein. Et du coup, voilà, on est content et on espère que ce sera bien. Et en plus, a priori, ce sera sympa. Et à côté, du coup, on inverse la balance karmique, c'est l'adaptation de Noctera de Scott Snyder et Tony Daniel qui trouve aussi quelqu'un aux commandes qui est ce cher monsieur Roberto Patino. Patino, ouais, qui a fait du Sons of Anarchy, qui a fait du Westworld, donc de bonnes séries. Ouais, et qui a un bon CV, quoi. Non, mais qui a un bon CV quand même. Tout à fait, ouais. Bah, la série DMZ, on l'a pas encore vue. On sait que ce sera pas ce que ça aurait pu être ou ce que ça aurait dû être au demeurant. Donc il faudra, voilà, mais a priori, c'est un vétéran de la série télé pour adultes qui fait des bonnes choses. Noctera, il n'y a pas forcément une base thématique ou scénaristique intéressante, mais ou graphiquement attrayante. Je suis une vraie ordure, c'est horrible. Je m'écoute parler, j'ai envie de me frapper. Probablement que vous aussi, au bout de vos écouteurs ou de beaucoup de gens qui ont envie de te frapper, sache-le. De vos enceintes. Avez-vous des enceintes? Est-ce que vous nous écoutez avec une grande enceinte murale? J'adorerais que ce soit le cas. Pendant que vous fumez un bédo ou un truc bien. Donc simplement, Noctera, c'est l'obscurité qui se passe sur Terre parce qu'il n'y a plus le soleil. L'obscurité qui aussi transforme les gens en espèces de monstres mutants à la Death Stranding. Et pour aller d'une ville éclairée artificiellement à l'autre, ils utilisent des passeurs. Des convoyeurs. Des convoyeurs qui donc prennent tous les risques avec des véhicules très éclairés pour échapper aux monstres. L'héroïne étant l'un de ces convoyeurs. Et voilà, c'est incroyablement original. C'est le salaire de la peur, mais dans un univers post-apocalyptique. Tu commences à m'embêter avec le salaire. Il ne transforme pas des gens dans le salaire de la peur. Ta gueule. C'est comme des convoyeurs de l'extrême. C'est comme dans. Il n'y a pas une émission de télé de merde comme ça, convoyeurs de l'extrême, je sais pas quoi, justement, ils suivent des trucks comme ça. Mais je crois que ouais, en plus, ouais. Voilà, c'est un peu ça. J'ai vu un sur au Kilimanjaro, je crois, où il y avait une route qui était vraiment pas du tout particulière. C'est la version post-apo de convoyeurs de l'extrême. Exactement, merci. Le verbatim est trouvé. Qui est inspiré du salaire de la peur. Non, du coup, c'est chez Delcourt, donc c'est pas chez. Ah ouais oui, c'est chez putain, oui, je me souviens, ouais, c'est vrai. Ouais, tout à fait. Parce que justement, probablement que. L'esprit graphique très 90s. C'est ça. Aide, ça fait très clairement. quand même comics, c'est années 90 Image. Oui. Même, enfin, ouais, puis c'est Sponesque quand même. C'est Tony Daniel au dessin. C'est Tony Daniel, ouais. Voilà, parce que justement, graphiquement, c'est parti aussi du côté. Je pense que c'est pas pour tout le monde parce que graphiquement, ça évoque vraiment l'action un peu bébête de cette époque. Mais on a déjà vu des comics mauvais de Mark Millar donner de très bons films ou séries. Oui. Donc, en plus, Scott Snyder est un peu en train de se millariser, je trouve, depuis quelques années. Donc peut-être que c'est l'occasion de montrer. Encore que je dis ça, Night of the Ghoul qui a démarré récemment, c'est vraiment bien. Et Clear aussi, que graphiquement très intéressant. Le scénario, c'est un peu plus branli-branlo, mais. De toute façon, c'est toujours 50-50, Snyder. Hein. Il peut être brillant quand il veut, il peut être vraiment forceur quand il veut pas. Donc, Patino, série, Noctera, le salaire de la peur, de l'extrême des convoyeurs. Là, voilà. Et ça arrivera donc chez Netflix. Oui, enfin, du coup, mais les comics seront chez Delcourt. Et du coup, toujours Netflix encore, puisque c'est Netflix, a priori, qui va se payer l'univers Power Rangers, actuellement en reboot, redéveloppement chez Hasbro. Mais ils se payent tout, Netflix, parce qu'ils ont les codes crédits illimités. Non, faut que je te montre mon tatouage Netflix sur la fesse droite. Au-dessus de Disney, du coup. Ouais, c'est ça. Ouais. De la souris de mine. De Mickey. Je suis la propriété de tout le monde. Ouais, de Swamp Thing aussi, apparemment, d'ailleurs. Ouais, c'est ça. Du coup, DC. Oui. Putain, en fait, t'es une joint venture. Oui. Arnaud, tu es une joint venture. C'est ça. C'est mon origin story. Ouais, c'est ça, ton nouveau pépé Twitter. Donc, qu'est-ce que je voulais dire? Oui, c'est bien. Parce que. Là, par contre, c'est bien, par contre. Parce que, ouais. Parce qu'en vrai, est-ce qu'on a vraiment envie de voir les films Power Rangers au cinéma? Voilà. Oui. Pourquoi on voudrait pas voir les Power Rangers au cinéma? En fait, c'est logique parce que ils veulent faire un univers partagé entre films et séries télé. Et ça, c'est quand même triste à dire, mais c'est mieux de faire ça sur une plateforme de streaming parce que justement, tu peux même juste faire une sorte d'encart général. T'as tout à la même. C'est comme pour Witcher, c'est comme pour. Voilà. Mais si tu veux binger cet univers en mettant qu'il soit chronologique, tu peux le faire mieux sur une plateforme de streaming. Netflix, comme on l'a dit, ils sont en guerre avec Disney et Warner Bros qui ont des franchises plus puissantes, on va dire, comme Umbrella Academy. Donc, c'est bien d'investir là-dedans.
Moi, je voyais pas ça arriver au cinéma, très honnêtement, depuis le truc qu'ils ont, enfin, depuis les premiers communiqués, ça sentait un peu le produit, justement, un peu comme les maîtres de l'univers, tu vois, ces adaptations de jouets, on va dire, parce que là, c'est pas vraiment du jouet, mais ça reste un studio de jouets qui est à la tête du truc, qui veut faire un truc très grand public, très généraliste, et qui, voilà, le décline sous plusieurs formes, etc. Donc ça faisait un peu le projet prévendu, entre guillemets, à une plateforme. Donc pour rappel, par contre, ça peut quand même être intéressant, parce que c'est Jonathan Entwistle qui est aux commandes de ce truc-là. Donc un mec qui a adapté 2 comics de Charles quelque chose Burns, non pas Charles Burns, pas du tout, Charles, voilà, j'ai un trou, c'est horrible. Donc The End of the Fucking World et I'm Not Okay With This, donc ils sont 2 comics indés, je crois qu'ils sont chez Fantagraphics d'ailleurs, très bressons sur l'adolescence et sur le côté péter un câble quand t'es ado. Donc ça peut, vu que les Power Rangers sont historiquement des adolescents, ça peut prendre une direction un peu inattendue. Et il y a Brian Edward Hill de American Carnage qui récupère aussi l'écriture. Bon, c'est pas que un mec, il a pas fait que American Carnage, hein, il sait faire des trucs grand public et de commandes quand il faut, mais ça reste un mec qui vient du comics, donc il y a toujours cette espèce de lien un peu tangent où tout le monde sait que les Power Rangers se sont vraiment sauvés grâce aux comics de Boom par rapport à leur côté très industriel, on change de génération, mais c'est toujours le même scénario, c'est toujours une reine alien de l'espace contre une équipe d'ados avec des costumes colorés et tout. Les comics Boom sont partis beaucoup plus loin, donc a priori ce sera, je pense, la base scénaristique de ce nouvel univers, parce que sinon ça va être très, très chiant très vite. Donc chouette, et on verra si on pourra considérer ça officiellement comme une adaptation de comics à terme. Très bien. Charles Forsman. Ouais, voilà, j'étais en train de rechercher. Du coup, tu l'as retrouvé tout seul comme un grand. Ça me fait très plaisir, Corentin. Et donc, on va passer à la dernière partie de ce podcast, qui est donc la partie cinéma, là aussi relativement courte. Juste une première annonce sur l'adaptation d'un comics qui est en train de se faire en développement, qui s'appelle The Recount, donc qui sera chapeauté par Peter Landesman, qui a notamment fait Seul contre tous, par exemple, mais aussi, alors c'est pas Ennemi d'État, c'est Secret d'État, je crois, un thriller politique avec Jérémy Renner, que tu adores, Corentin. C'est vrai, et donc c'est qui est à la base qui est une BD qui est publiée chez Scout Comics, donc qui est vraiment un éditeur indépendant aussi assez petit et clairement je crois qui pour l'instant reste intégralement inédit en France. Je crois qu'il n'y a rien qui est arrivé, qui est écrit par un ancien vétéran de guerre qui s'appelle Jonathan Hedrick et qui est illustré par Gabriel Ibarra Nunez. Qui a un style assez âpre et tout, un peu, je dirais, alors tout de suite des grands mots, tu vois, mais moi qui m'évoque un peu John Paul Leon, tu vois, sur Sheriff of Baghdad, enfin of Babylon, du coup, tu vois. Et du coup, de quoi ça parle? Enfin, c'est super bien. Enfin, j'ai lu que le premier numéro sur 3. C'est une petite mini-série, mais qui va très très vite dans le truc. En fait, grosso modo, ça parle d'un président des États-Unis qui plaide coupable suite à une procédure de destitution. Et quand il fait son discours pour dire qu'il démissionne, se fait abattre d'une balle en pleine tête par un agent de sa sécurité. Du coup, la vice-présidente est nommée nouvelle présidente, elle est enfermée dans un bunker. Et en fait, tu t'aperçois que, grosso modo, t'as plein de terroristes en fait infiltrés, grosso modo, à peu près dans toutes les strates du gouvernement. Et du coup, c'est une des nouvelles responsables du groupe de sécurité qui, a priori, est la seule à être clean dans ce milieu-là, qui va prendre à charge de la sauver, en fait, de l'exfiltrer pour qu'elle rejoigne un lieu sûr. Ça va assez vite et tout, tu vois, c'est hyper anxiogène, c'est à 100% en mode prise du Capitole du 5 janvier et tout ça, Amérique Trump et tout ça, ça vraiment, ça baigne en plein dedans. J'imagine que le fait que ce soit écrit par un ancien vétéran de guerre joue un petit peu aussi sur le contexte et tout ça. Moi, je trouve ça hyper bien, en tout cas, dans le premier numéro, donc il faut juste que je termine les 2 autres pour voir. Et du coup, je suis assez content de ce projet, que ça se mette en place. Je suis très curieux, je suis assez chaud, quoi, en mode thriller technopolitique machin avec 2 meufs du coup pour un peu aller dans la mouvance toujours de mettre plus de lead féminin dans les films d'action et tout ça. Je pense que c'est un bon potentiel. Le mec a priori connaît le registre et tout, il n'y a pas de raison que ça soit forcément mauvais et tout ça. Donc moi j'étais assez agréablement surpris de voir ce projet émerger et surtout même de découvrir du coup un album comme ça qui je pense pourrait mériter une petite VF à l'occasion, quoi. Je te fais confiance, Arnaud. Très bien. Parce que moi, je ne l'ai pas lu, clairement. Ouais, je sais, donc c'est sûr. Mais sur le principe, ça te parle un peu le pitch? Oui, enfin, ça dépend comment c'est fait, parce que c'est aussi tout un historique d'affreuses séries B présidentielles, tu sais, aussi, oui, c'est sûr. White House has fallen, machin, White House Down, là, je sais pas quoi. Ça, c'est... non, White House Down, c'est bien. C'est le Roland Emmerich avec Jane Tatum et... Non, c'était pas bien non plus. Et Jamie Foxx. Ouais, c'était pas bien, mec. Ah non, c'était nul à chier. C'était Die Hard à la Maison Blanche. C'était Die Hard meets Air Force One. C'était hyper marrant.
Ah non. C'était un film des années 90, mais pur jus, gars. Ah non, T'as pas grandi avec Shane Black aussi, tu peux pas savoir. Ouais, ça doit être ça pour ça. Mais du coup, voilà, pourquoi pas, il faudra voir comment c'est fait, si c'est fait avec sérieux en mode genre post-Trump ou vive Trump, tu vois. Il le présente comme un croisement de House of Cards avec The Purge un peu, tu vois, pour le côté vraiment ultra vénère. Vraiment qu'ils s'arrêtent. Comment t'imagines j'imagine le mec là bizarre, j'allais dire pédophile, faut pas, s'il a pas été reconnu pas en justice, qui fume à sa fenêtre et il y a des gens qui se tuent dans la rue et qui est en mode genre amazing. Un truc vraiment c'est nul à chier quoi. Donc oui, on verra Arnaud Kikou. Allez, avant-dernière news de ce podcast, et effectivement on accélère le rythme puisque nos impératifs temporels nous obligent à partir à suite. L'univers partagé des trucs d'horreur de Stanley par le mec qui a fait Abraham Lincoln, chasseur de vampires. Ouais. Alors Timur Berkman-Betov. Combien de fois va-t-on encore piller le cadavre de Stanley pour essayer de faire des adaptations de tout ce qu'il a pu écrire dans sa période post-Marvel Tant qu'il restera des trucs à piquer, je pense. Après, c'est plus la responsabilité de Power Entertainment de valider en fait tout ça. Power Entertainment, c'est une boîte qui a été créée par Stanley pour faire du fric. Enfin, on va pas se leurrer. Ouais, mais peut-être qu'une fois qu'il est mort, tu peux arrêter. Le truc, si tu veux, c'est que c'est une boîte qui a été créée pour faire du fric en se basant uniquement sur le nom de Stanley. Mais oui, mais Stanley, toute sa vie, c'est basé sur le nom de Stanley. Stanley Presents, Stanley's Soapbox, voilà, c'est Stanley's Real Superhuman, Stanley's Lucky Man. Stanley, il s'est transformé lui-même. Il a fait le choix de devenir une marque qui n'avait même rien à voir, parfois sur les produits qui n'avaient rien à voir avec les super-héros, les personnages Marvel. Marc Millar. Oui, il a inventé effectivement un peu ce truc-là longtemps, Marc Millar, ouais. Mais c'est ça, voilà, c'est Stanley, mais c'est pour ça, comme tu disais tout à l'heure, qu'il mettait son nom sur la copie, entre guillemets, et sur plein de projets. Il fallait qu'on dise que les personnages étaient créés par Stanley, parce que si Stanley n'est pas là dans le truc, ça intéresse moins les gens et tout. Donc, effectivement, le fait qu'après sa mort, ça le poursuive, c'est quelque part un peu logique. Par contre, là, on en arrive vraiment à un niveau de mauvaises nouvelles, entre guillemets. C'est-à-dire que Timur Berkman-Betov, c'est le mec qui a fait le film Wanted, basé sur Mark Millar, comme quoi tu vois tout se recoupe, Arnaud Kikou, qui a fait Abraham Lincoln, chasseur de vampires, et toute une série de merde affreuse. Enfin, c'est vraiment un mec de la série B qu'on dit très assumé. En fait, ça c'est assumé parce qu'ils ont pas les moyens de faire mieux, donc ils disent on va assumer. Mais en vérité, c'est pas des très bons films. C'est produit par une boîte qui s'appelle ZQ Entertainment. Je sais pas trop qu'ils ont fait, a priori pas grand chose, c'est quasiment une nouvelle entité, qui vont donc prendre deux histoires de Stanley qu'il aurait développées avant sa mort. Alors c'est compliqué de savoir si c'est vraiment lui ou si, encore une fois, il a pas juste soit pitché, soit juste donné un concept en l'air, ou alors s'il va payer des huiles, des ghostwriters pour trouver les idées à sa place, parce que la Power Entertainment, c'est vraiment, il y a tout et rien, quoi. Il y a vraiment de tout. J'ai Lucky Man qui n'a rien à voir avec le Stripperella ou avec tout ce qu'il a voulu faire en termes de super-héros à côté. Donc moi j'ai du mal à me dire que c'est vraiment du Stanley déjà de base. Encore que l'un des projets fait plus comic book, fait plus un peu chair de poule, tu vois, ou Fais-moi peur. Non, plutôt chair de poule. Donc pourquoi pas, c'est le truc d'horreur, donc c'est évidemment un univers partagé. Tu sais, on dirait qu'on n'a rien retenu du Dark Universe. On va faire un univers partagé d'horreur avec des scénaristes qui ont souvent fait des trucs très moyens chez Blumhouse, genre Halloween 20 ans plus tard, etc. Enfin, des trucs vraiment pas ouf. Et Pet Sematary, alors tu l'as vu ça, je crois, peut-être, ouais, le scénariste du remake de Pet Sematary. Voilà, c'est eux qui font le premier film. C'est eux qui survisent l'univers partagé en général, et réalisé par un mec qui a priori est pas un grand réal. Donc là, t'as croisement des alliances en mode genre c'est un peu du vol d'un mort, et en même temps le mort lui-même aurait probablement été pour s'il avait été encore en vie, mais en même temps le réal qui fait ça c'est un nul, et il dit dans son communiqué de presse ouais, mais en fait, Stanley, c'est quand même une marque de ouf et tout. Donc, limite, il assume que c'est pour le fric. Hein. Et on va faire un univers partagé 10 ans trop tard avec des mecs qui n'ont pas un CV extraordinaire. T'as envie de te dire qu'effectivement, peut-être qu'il aurait fallu laisser certaines choses au placard. Ouais, clairement. Et on va terminer avec donc la grosse annonce qui n'est pas forcément une annonce, c'est Amy Pascal, la productrice derrière les Spider-Man depuis des années, qui a dit oui, Spider-Man No Way Home, c'est pas le dernier film avec Marvel, on veut continuer à travailler avec eux et tout, et on prépare déjà, voilà, on réfléchit déjà à la prochaine trilogie avec Tom Holland, donc il devrait continuer. Des déclarations qui ont fait pas mal de bruit, sauf que le Hollywood Reporter a quand même précisé, enfin dans son article, que en fait pour l'instant il n'y a aucun plan d'officiel qui n'a été validé, même si ils attestent que leurs sources chez Sony disent qu'effectivement eux et Marvel Studios veulent continuer de travailler ensemble. Donc on imagine que ça attendra peut-être juste les 2 premières semaines de No Way Home au box-office pour vraiment dire ok, on repart là-dessus. Moi personnellement j'ai quand même l'impression que effectivement
c'est pas demain la veille que ça va s'arrêter, parce que je pense qu'ils ont encore beaucoup de choses à faire avec ce Tom Holland dans le MCU. Clairement, ils veulent de toute façon, ils veulent en faire leur prochain Tony Stark, hein, j'ai envie de dire, au fur et à mesure qu'il grandira, je sais pas. Moi, c'est un peu comme ça que je le verrai. Donc, toi, tu t'es prêt Mais par contre, ça t'arrête. Enfin, il l'assume très bien, je pense. Ouais. Mais je veux dire, moi, ça m'intéresse quand même juste sur le principe. Après, j'aimerais bien qu'ils fassent un Spider-Man, tu vois, qu'ils arrêtent de faire se protéger de Tony Stark qui n'affronte que des vilains de Tony Stark ou des vilains d'autres films. Mais j'aimerais bien ça parce que j'aimerais juste, en fait, qu'on arrive à avoir un Spider-Man plus que 3 films, en fait, tu vois. Ouais, mais en fait, je vais citer ma tendre et chère épouse. Qui disait le problème c'est pas qu'il y ait 3 autres films Spider-Man, c'est que ces 3 autres films Spider-Man soient réalisés par la même personne. C'est que s'ils arrêtent John Watts, si vraiment on arrête la période John Watts, on considère que c'est l'introduction de ce Spider-Man, qui est donc l'arc de Tony Stark, on va dire, ou de la suite de la saga Iron Man, et qu'on repart, parce que maintenant il va commencer à être un peu âgé, il va peut-être enfin quitter le lycée, un Spider-Man qui commence à la fac, pourquoi pas, tu vois. Parce que les personnages sont pas inintéressants, parce qu'on a déjà dit la dernière fois, c'est que tu vois, moi, le côté John Hughes, film pour ados, ça partait bien, après ils l'ont très vite lâché, malheureusement. Voilà, le choix de Zendaya pour jouer MJ, en plus, ça a connecté la réalité, parce que maintenant ils sont vraiment ensemble, ils sont trop mignons, ils sont vraiment comme ils sont dans la série. Dans la série, bah tu vois, tiens, ouais, c'est horrible, mais dans le film. Il y a plein de bonnes idées, mais. Le problème, c'est la mise en scène, c'est le manque d'enjeu, c'est le schéma Marvel Studios, c'est que tu retiens toujours qu'une seule scène par film, c'est qu'après tu oublies très, très rapidement ces projets, et qu'effectivement, ouais, t'as pas l'impression d'évoluer dans un univers Spider-Man, qui est un truc qui est très identifié. C'est quelque part un peu comme BVS, tu vois, qui avait ce côté frustrant d'être un film Batman dans l'encapsulé d'un Superman. Du coup, tu voulais voir le The Batman de Ben Affleck pour voir un vrai Batman séparer la Justice League parce qu'il a un intérêt à être pris en solo, ce personnage. Mais là c'est pareil, quelque part ils n'arrivent pas à se détacher, ce qui était prévu, hein. Je dis pas, je suis pas en train de faire un excuse à Snyder, oui c'est très bien BVS, mais voilà. Mais grosso modo, là en l'occurrence, ce qui aurait été intéressant serait justement d'avoir eu un truc qui était vraiment friendly neighborhood Spider-Man, parce que là dans le 3 a priori il va sauver le monde d'une faille multiverselle. T'as envie de dire c'est peut-être pas forcément là que moi je veux mon Spider-Man. Par contre, c'est pas du tout nouveau. Rappelle-toi quand même qu'à l'époque de la saga de Sam Raimi, ils voulaient déjà faire 6 films au total. Ouais. Eux, du moment qu'ils ont trouvé un bon filon, et le fait est que c'est un Spider-Man qui marche mieux, qui marche mieux que ceux de Mark Webb, et qui je sais pas s'il coûte moins cher, parce que Mark Webb, le 2 était quand même assez ambitieux. Il a coûté 300 millions, un truc comme ça, au global, avec l'enveloppe de rachat de droits et tout. Mais maintenant qu'ils ont trouvé cet équilibre de production, budget et bénéfices avec Disney, à mon avis, c'est plus intéressant pour eux de le faire. Si on peut se tenir le plus éloigné possible de Venom et Morbius, moi je pense que ça peut le faire si on trouve un bon réal ou une bonne réal. Et si on introduit l'idée que Miles Morales va exister à terme. Parce qu'il faut quand même se rappeler que dans le 1, il y a l'oncle de Miles, bon, qui est pas le prowler, hein, mais qui est juste un petit gangster à la petite semaine, joué par ce génie de Donald Glover et qui juste fait une vanne sur les sandwichs, et ça c'était marrant. Mais voilà, si jamais il ramène ce truc-là, tu vois, peut-être que dans le 4, je sais pas, il revient à un truc plus urbain, il retrouve le prowler, enfin ce mec-là qui est devenu le prowler, le mec meurt à la fin, il prend Miles sous son aile, il aurait 20 ans d'ici là, 20 ans, 21 ans. Tu vois, enfin, il y a des idées à trouver. Après, moi, dès que je trouve des idées sur ce truc-là, je me dis, putain, ce serait pas mal. Et en fait, après, dès que je vois le film, je me dis, ouais, mais en fait, vous auriez peut-être plutôt dû aller par là et tout. C'est le problème d'avoir des fantasmes et de faire de la prospective. Mais donc, moi, dans l'idée, effectivement, 3 autres films Spider-Man, si on garde la formule actuelle et l'ambition actuelle, ça m'intéresse pas. Par contre, peut-être qu'effectivement, en fait, le film No Way Home, en fait, c'est le dernier héros ensanglanté de la lutte entre Sony et Disney. Soit c'est un pic que Kevin Feige voulait envoyer au film Sony précédemment en les intégrant dans son canon et en faisant la paix avec tout ça, soit c'est une réponse à Spider-Verse de la part de Sony qui s'est dit tiens, les gens ils aiment bien le multivers. Mais dans les deux cas, j'espère qu'entre guillemets cette espèce de litige, s'ils repartent sur une nouvelle trilogie, vraiment une trilogie qu'ils écrivent à l'avance avec point A, point B, point C, serait peut-être l'occasion de faire enfin un truc différent. Il y aura toujours le danger de devoir quand même la mêler au reste de l'univers aussi, tu vois. C'est compliqué d'en faire un truc complètement indépendant. Mais ça dépend, parce que d'ici là, t'auras eu Moon Knight, t'auras eu Kate Bishop, t'auras eu un univers de jeunes héros qui sera mis en place avec Cassie Lang. Cassie Lang, fille de Scott Lang, Cassie Lang. Ouais, je crois. Ouais. Donc t'auras eu cette possibilité d'en faire une petite part de. T'auras eu Kamala Khan, de faire un truc un peu à la Champions. À la limite, ça, pourquoi pas, parce que ça reste dans le côté friendly neighborhood, des héros de petite taille, des héros, enfin de petite importance, je veux dire, par rapport au grand plan de l'univers. Et c'est vrai que, je
pense que c'est pas vers ça que John Watts allait quand il a récupéré les rênes de la saga. Le premier film était plus minimaliste, en vérité. Si t'enlèves la scène du paquebot, il n'y a pas de sauver le monde, il n'y a pas de on va détruire une ville, il n'y a pas tout ça. C'est vraiment juste le voisin de quartier qui se trouve être le vilain, un peu comme dans les films de Zemeckis, tu vois. Donc peut-être que si on arrive à reconnecter à ça, il y a moyen. Parce que Tom Holland, c'est pas un mauvais choix de Spider-Man. Ah non, mais non, c'est un bon acteur. Tu vois, Zendaya, c'est le mauvais choix de MJ. Il y a plein de trucs qui marchent. Bon, en l'occurrence, Tante May, qui juste du coup, la blague, c'est qu'elle est fraîche par rapport aux autres Tante May. Ça va à 5 minutes. Ça fait quand même 3 films qu'on va se la faire, celle-là. Donc, à un moment donné, peut-être Tante May elle a aussi un intérêt en tant que personnage. C'est pas juste qu'elle est fraîche. C'est pas juste la tante sexy. C'est rigolo, le tante sexy. J'aime bien les vannes de tante sexy. Il y a pas de souci. Mais peut-être à un moment donné, passer à autre chose. Donc, du coup, voilà. Et toi, Arnaud, qu'est-ce qui est PNCS ? Je te rejoins. Eh ben, ça fait plaisir. Je te rejoins sur l'analyse que j'ai courte, juste parce qu'on a des impératifs, comme on l'a dit, temporels. Et puis déjà, de toute façon, ça fait 2 heures que vous nous écoutez quasiment. Donc voilà, c'est la durée habituelle des front page. Mais en tout cas, moi, je suis, comme dit, sur le principe, voilà, j'espère que c'est un Spider-Man qui changera un petit peu la donne. Ouais, sur ça. Mais sur le principe, moi, j'aime bien ce que fait Tom Holland. Donc j'aimerais bien, effectivement, que on puisse garder l'acteur, mais qu'on puisse un peu refonder le personnage par rapport à ce qu'il est dans cet univers, quitte à le faire évoluer vraiment en indépendant, en fait. Et à virer le Iron Spider. Ouais, ça aussi, ouais, il peut plus, quoi. C'est vrai. Tout à fait. Allez, on espère, donc c'est la fin de ce podcast, on espère que ça vous a plu. Comme toujours, si c'est le cas, vous pouvez réagir dans l'espace commentaire et sur nos réseaux sociaux. Et c'est sur ces fameux réseaux sociaux que vous pouvez partager nos émissions afin d'aider le podcast à se maintenir et à être écouté et vu et visible dans les sphères brutales de l'Internet. On vous rappelle également qu'on a une page Tipeee qui est ouverte où vous pouvez nous soutenir et on remercie toutes les personnes qui le font déjà. Merci de nous avoir écoutés et à très bientôt. Salut! Salut! Bonjour, monsieur Corentin Mouchon. Bonjour. Arnaud, je propose qu'on ne perde pas de temps. Tout à fait. Et qu'on enregistre. Oui, c'est ce qu'on va faire. Sinon, parce que ça va durer, 2 ans. Tout à fait. Tu la gardes pas, hein. Tout à fait, monsieur Chirac. On va tout de suite enregistrer. Hein. C'est qui C'était Sarkozy. Monsieur Olivier Corentin Mouchon. Écoutez, il faut que je vous dise quelque chose quand même. Aujourd'hui, on est là pour parler de bande dessinée américaine. C'est-à-dire que la bande dessinée, elle a un héritage français. On perd du temps, là. Mais on peut quand même faire de la bande dessinée américaine, vous voyez. Vous voyez, monsieur Olivier Corentin Mouchon. C'est vraiment pas... Franchement, ça va. C'est pas ton meilleur. Ouais, c'est vrai. Le Homer Simpson était mieux. Ouh, punaise. Oh merde. Salut Corentin. On fera pas une intro avec ça. Arrête. Si, on va faire une intro avec ça. Bah là, on a clairement un post générique de l'enfer. Ah oui. Merveilleux. Merci d'être resté jusqu'au bout. Voilà, c'est ça. Merci à vous. Allez.